La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers. Il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Bonjour et bienvenue dans Et pourtant ça tourne, le podcast cinéma engagé et militant. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. On avait envie de finir l'année en détente. Parce que oui, le militantisme ça peut être fatigant. Quand les premiers ministres s'enchaînent et se ressemblent sans écouter les considérations du peuple, que le président est clairement dans un déni de démocratie, qu'il fait 10 heures de vol pour aller dire à des gens qui viennent de vivre une catastrophe horrible que leur colère n'est pas légitime, qu'on voit sortir des extraits de ses propos misogynes, racistes ou homophobes, et qu'à aucun moment, nous, on se sent considérés dans nos combats. Alors oui, le militantisme, ça peut être fatigant. Et même si on lâche rien, il y a des moments où on a besoin de souffler, de se réconforter. Et quoi de mieux que le cinéma pour ça, et des films doudous. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et donc, pour cet épisode, je suis comme d'habitude avec Mao. Comment ça va, Mao ? Hello, alors je suis en double licence, j'ai énormément de partiels. Et tu parlais de militantisme, je sors d'un partiel d'éthique et déontologie des médias où j'ai cité Sainte-Soline et les méga-bassines. Donc je suis très fière de ma conclue. Tellement d'actualité, on ne peut pas tout évoquer malheureusement. Je suis également avec Marine. Comment ça va, Marine ? Et pareil que Mao, beaucoup de partiels, c'est bientôt la fin, il en reste 2, mais je peux enfin dire que je suis sortie de ma maladie et qui, déjà à l'épisode précédent, m'avait déjà pas mal shooté, bref, et donc je suis contente que ce soit la fin. Elle a refilé à notre ingé son. C'est ce que j'allais dire, on a une petite pensée pour Robin, notre ingé son, qui est avec un masque FFP2 en cabine. Et donc je sais ce que vous vous dites actuellement. Cette question vous brûle les lèvres. Mais où est donc Elmar ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas sa voix magnifique, son flow légendaire qui nous ont accueillis dans ce podcast ? Et le plus important, est-ce qu'il est là ? Eh ben, je vais laisser l'intéressé répondre. Elmar, t'es là ? Oui, je suis actuellement présent. Moi, dans les news, j'ai goûté le cookie là, de 40 cm de Subway. Il est très bon. Non, pour de vrai. Genre vraiment, je l'ai un peu rajouté au four parce que j'aime bien quand genre, le centre il est moelleux. Mais honnêtement, banger. Alors, est-ce que ça vaut son prix ? Je trouve pas, mais c'est très bon. Oh, la review du cookie. C'est 7 balles, un truc comme ça. Après, de base, c'est à partager. Je me le suis enfilé tout seul. Titre. Et donc du coup aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour parler des films doudous. Alors moi je me suis mis un petit peu plus en retrait pour laisser mes compères développer sur leurs films. Mais avant, on a une petite introduction, comme d'habitude, un petit texte qui est fait par Mao. On t'écoute, Mao. Alors j'allais dire qui es-tu, Hugo, mais c'est pas grave. Mon texte s'appelle Doudou s'en fout, en hommage à une chanson de Renaud. Nous ne pourrons pas diffuser la musique, mais je reprends le titre. Doudou, nom féminin. Jeune femme ou compagne, en entier. Je doute que ça nous soit utile, ce malin. Doudou, nom masculin. Objet fétiche, en général une peluche, dont les petits enfants ne se séparent pas. Déjà, ça me paraît plus adéquat. Doudou, nom masculin, féminin au Canada français. Objet procurant un réconfort psychologique à un petit enfant. Je pense qu'on a l'idée maintenant. Dans le doudou, il y a cet aspect réconfortant qui te dit que tout ira bien, alors que c'est pas vrai finalement. Maintenant, si on transpose cette notion au cinéma, qu'est-ce que ça donnera ? Un film doudou est un bonbon doux amer, que tu suces de temps en temps. Je ne ferai aucun commentaire sur la phrase d'avant. Tu peux l'invoquer quand la vie se comporte comme un crachat, comme une tape amicale sur l'épaule qui te dit que dès comme ça, t'en as déjà vu des tas. J'aime me faire emporter par leurs histoires, sans m'intéresser à leur montage marquant ou à leurs acteurs handicapants. Quand je regarde Margot, Edith et Agnès, et leur gâteau en bouillasse, ça me rappelle des souvenirs d'enfants, qui me font un bien conséquent. Je ne me lasse pas de rire et pleurer à chaque fois qu'Olive dit en plein spectacle que si son grand-père n'est pas là, c'est qu'il est dans le coffre de sa voiture. Même si ça veut pas dire que ce sont des films mauvais en soi, je me fous de leur qualité. Faut mettre son objectivité critique au porte-manteau parfois. Ça fait du bien, tu verras. Tu comprendras sans doute pas, mais j'aime bien avoir une œuvre qui me dit que la vie est belle, même si on n'en croit pas un mot. Merci beaucoup Mao. Et donc pour empiéter sur ce sujet, on va parler d'un film que vous avez vu d'ailleurs dans une petite soirée chez la personne qui a proposé ce film. Et Elmar, je te laisse introduire le premier film. Le film
dont on va parler aujourd'hui, en tout cas le premier dont on va évoquer, c'est Inside de Bo Burnham. Hi. I've decided to try to make a new special for real. Thought that might be fun. I've been testing lights and writing. One more. There's no audience and there's no crew. Alors Inside, c'est réalisé par Bo Burnham. Au casting, il y a Bo Burnham. Et c'est tout. Au cadrage, il y a Bo Burnham. Quoi d'autre? Oui, à la musique, il y a Bo Burnham, j'ai oublié, il a fait un taf de monstre. À l'éclairage, il y a Bo Burnham. Je pense que vous avez compris. Le seul truc qu'il a pas fait, c'est distribuer le film. Ça, c'est juste un book chez Netflix. Inside, ça parle de quoi? C'est pas facile à résumer comme film. Mais en tout cas, moi, je le vendrais comme ça. Bo Burnham est un stand-upper qui, après 5 ans de pause, décide de refaire un spectacle. Sauf que le problème, c'est qu'il est forcé d'être enfermé chez lui. Donc, il va quand même faire le spectacle chez lui. Je sais pas ce que vous pensez de ce résumé. C'est la meilleure façon que je pense que je peux le faire. Parce que c'est un film très particulier. Mais donc voilà, pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film? Je pense que ça mérite un petit contexte. En 2020, j'ai traversé, comme beaucoup de gens, une année très difficile. Ma dépression était amplifiée par le manque de contact. Donc, en 2021, après des allers-retours à l'hôpital psychiatrique et plusieurs tentatives de suicide, je commence à me dire que cette année commence pas super bien. En tout cas, ça pue un peu la merde. Et finalement, au début de cette année, y a Inside qui sort. Alors, Bo Burnham, c'est un comique que j'apprécie énormément. J'avais adoré son spectacle juste avant, Make Happy. Et pour moi, Inside, ça venait un peu vraiment comme une surprise. Parce que je me suis dit, mais comment c'est possible de faire mieux que Make Happy? Et pourtant, alors je trouve pas qu'il a fait mieux, mais il a fait tout aussi bien. En faisant quand même quelque chose d'amplement différent. Vous savez, moi je critique habituellement beaucoup quand les films ils ont trop d'idées. Et là pour moi Inside est un film qui a beaucoup d'idées mais qui jongle super bien avec. Il arrive super bien à les maîtriser alors que sur papier ça semble tellement confus, mais le montage, les chansons, tout est tellement bien rythmé que ça paraît pas bizarre. Bo Burnham, je trouve, nous offre une performance qui d'ailleurs n'est peut-être même pas une performance. Il décide de brouiller la réalité à un point où personnellement ça fait que je n'ai pu que m'identifier dans sa descente en enfer qui est montrée dans ce film. Comme j'ai dit à mon meilleur ami Isaac cette année, quand je montre ce film à quelqu'un, je montre vraiment une partie de moi. Donc merci déjà d'être venu et d'avoir regardé ce film et d'avoir participé à une partie de moi. Wow, c'était mal phrasé, mais on m'a compris. Et ouais, pour terminer, moi, mes chansons préférées, c'est White Woman's Instagram, Problematic, That Funny Feeling, and All Eyes on Me. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que les autres en ont pensé. Moi, j'ai été surprise d'entendre plusieurs chansons que je connaissais déjà, mais qui avaient été des reprises, notamment That Funny Feeling que je connaissais de Phoebe Bridgers et qui, à la base, est une chanson de Bo Burnham. Et donc, j'ai appris que Bo Burnham avait été en couple avec Phoebe Bridgers et c'est pour ça qu'ils ont fait la chanson, enfin bref. Et j'ai été vraiment très surprise par le film parce que j'ai l'impression que c'est un format que j'avais jamais vu tout simplement. Et je regarde très peu de stand-up, enfin je regarde des stand-up français, mais généralement c'est des captations de scènes. Et ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser au stand-up américain et surtout les specials américains, ceux qui sont disponibles sur Netflix, parce qu'à mon avis il y en a énormément et ils doivent être d'une qualité ouf. Et ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser à ces genres-là. Et j'ai trouvé ça vraiment... Ça m'a fait du bien juste de rire, mais sans forcément m'apitoyer sur le sort de quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de films qui notamment parlent de la dépression, de la solitude, surtout pas mal de films qui parlent de la pandémie, qui sont presque misérabilistes ou qui donnent envie de pleurer, qui sont juste démoralisants. Alors que là, j'ai l'impression que ça parlait de la dépression, mais d'une manière presque à nous faire relativiser ce que c'était, sans forcément dédramatiser. Je veux pas dire que ça dédramatise la dépression, mais ça montre la dépression d'un autre côté, et j'ai l'impression que c'est une manière de soigner la dépression en parlant. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ouais, non, totalement. Et j'ai l'impression que le film fait un peu une sorte d'effet de médicament, sans vraiment que ce soit peut-être le but premier du film, mais j'ai l'impression que c'est un film que quand tu le regardes, t'as l'impression que t'as avalé un antidépresseur ou un Xanax et après tu dis « Ah, au final, tu te dis pas c'est pas si terrible »
Mais quand même, en fait, tu regardes la réalité et tu te dis, mais c'est tellement absurde que pourquoi prendre au sérieux ? Pourquoi se prendre au sérieux ? Pourquoi ne pas aller acheter des cactus et puis les prendre en photo avec une lumière hyper bizarre et après les poster sur Instagram avec un hashtag cozy ? Et ouais, c'est un film qui vraiment m'a fait beaucoup rire et m'a surpris. Et je pense que c'est un film qui est très important et qui va être très important pour la construction de ma cinéphilie. Donc, merci Elmar. Yes. Alors, moi, je voudrais juste faire une petite aparté sur le contexte où on l'a vu. Nous avons été chez Elmar, nous avons mangé des cookies en regardant Inside, en étant à moitié assis sur le canapé et sur le sol. Je trouve que c'est un contexte très fort propice pour voir un film du type d'Inside, justement. Et tu as parlé de la dépression. Moi, c'est un film qui me fait relativiser, parce que je trouve qu'il s'adresse à tout le monde, mais avant tout à des gens qui ont des projets qui sont plus grands qu'eux. Et qui n'arrivent pas à les mettre en place parce que le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai pas assez de moyens, parce que même si Orelsan dit si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Dans la réalité, c'est pas ça. Oui, non. Donc, ce film, il te fait dire tu peux avoir un projet de ouf, tu peux avoir plein d'embûches pour le réaliser, mais c'est pas parce que tu prends du temps ou que tu as une manière détournée de le faire que il sera pas bon au final. Et juste, faut que tu te lances et que tu fasses ton truc. Parce qu'on suit vraiment un pecno qui a tellement rien à foutre de son confinement, même si d'ailleurs le fait que ça parle de pandémie, on s'en fout en fait. Enfin, c'est même pas que ça parle de pandémie. C'est même pas évoqué. C'est ça, c'est même pas évoqué. C'est sans doute le contexte peut-être, mais en vrai que ce soit le Covid ou autre chose, c'est pas du tout l'important. C'est pour ça que j'en parle parce que Marine l'a mentionné, mais je l'aurais pas mentionné de base, tu vois, parce que c'est pas le sujet. Mais le gars, il est enfermé chez lui, il sait pas quoi faire et donc il fait ça. Il raconte sa vie, il parle à une caméra. C'est bizarre, mais ça m'a fait penser en parlant à la scène d'Annette où l'accompagnateur discute avec la caméra et qui lui raconte que sa vie, elle est flinguée. Mais la différence, c'est que l'accompagnateur, il a pris sur la mise en scène et là, même pas. J'aime voir ce gars et ses idées qui n'ont pas forcément de sens, mais il s'en fout de leur en donner. J'aime voir ces petites effusions de folie, l'entendre chanter sur des sujets divers et variés qui, pour certains, n'ont pas forcément d'utilité, mais est-ce que c'est pas ça, justement, qui est bien parler de choses futiles ? Et j'aime voir ce gars, ensuite, qui pète un câble parce qu'il est seul et qui n'a pas peur de le montrer parce que ça ferait pas cinématographique. Justement, moi, je trouve qu'il n'y a pas cette sensation 100% de futilité parce que, justement, dans White Woman's Instagram, le couplet où il prend le point de vue d'une fille qui a perdu sa mère, et ben ça rend tout d'un coup le truc très personnel. Et cette idée de rajouter quelque chose d'aussi personnel sur quelque chose qui de base paraît très moqueur, ça montre qu'il a aussi énormément d'empathie pour ces gens-là, qui s'identifient aussi là-dedans. Et la dernière phrase à ce moment-là où elle fait Give a hug and kiss to dad, pour moi peut être interprétée de tellement de façons différentes que je pense qu'on en a tous, chacun. Et c'est ça aussi que je trouve est fort dans ce film. C'est chaque chanson, chaque sketch peut être vu d'une façon extrêmement différente selon qui on est. Moi, ce que j'ai adoré dans vos critiques, c'est que tout le monde a vu quelque chose de différent. En même temps, tout est vrai et je me retrouve dans tout ce que vous dites. Et c'est aussi ça, le podcast, c'est qu'on a de la chance d'avoir une équipe avec des goûts extrêmement divers et variés. Avec l'autre, c'est moi qui me suis donné un peu de mal. C'est mieux. Et donc, on va passer d'un film assez contemporain, réalisé par Bo Burnham, à un autre film que Marine, tu nous as proposé. Est-ce que tu peux nous en parler, qui n'est pas du tout de la même époque ? Pas du tout. Alors, c'est un film qui est sorti lors de la... Enfin, c'est la nouvelle vague, mais c'est très très tard. Il est sorti en 1996 et c'est réalisé par Eric Rohmer. Et il faut savoir que j'adore Eric Rohmer. Je suis une grande fan de sa manière de filmer les choses. Et donc, je vais vous parler du film Conte d'été, qui est un film de vacances avec Melville Poupeau, Amanda Langley au casting notamment. Et donc, ce film se passe à Dinard, en Bretagne, et aussi un peu à Saint-Lunaire et à Saint-Malo. Et ça raconte tout simplement les vacances d'été d'un jeune homme qui s'appelle Gaspard. Il s'appelle Gaspard ou il s'appelle Julien ? Non, il s'appelle Gaspard. C'est l'acteur qui s'appelle Julien. Non, l'acteur s'appelle Melville Poupeau. Ah bon ? J'étais persuadé que l'acteur s'appelait Julien. Mais My bad. Moi aussi. Mais le personnage, c'est Gaspard. Parce que j'ai eu un moment de confusion.
pendant très longtemps, je crois que le personnage principal s'appelait Julien, alors qu'il s'appelle pas du tout Julien. Il y a personne qui s'appelle Julien dans le film. Bref, donc Gaspard, c'est un étudiant en mathématiques qui part à Dinard, pour ses vacances d'été. Et tout simplement, il n'a pas grand-chose à faire là-bas à part attendre sa copine et à jouer de la musique et à l'enregistrer. Et donc le film, ça va juste le suivre à travers ses tentatives ratées, plus ou moins amoureuses, très ratées d'ailleurs, à travers ses déambulations sur la plage, à travers ses virées au restaurant, ses petites chansons qu'il écrit. Et juste, lorsque j'ai vu ce film, c'était l'été, et je sais pas pourquoi, mais il n'a rien de spécial, mais il m'a tellement touchée. Le personnage de Julien et même de Gaspard, tous les personnages m'ont absolument touchée, même celui de Margot, qui est joué par Amanda Langley, que j'ai trouvé exceptionnel et qui vraiment m'a inspirée de ouf pour ma vie de tous les jours. J'ai l'impression dans sa manière de voir les choses. Et à un moment, il y a le personnage de Gaspard qui dit cette phrase qui, à l'époque, a complètement résonné en moi. Il dit « J'ai l'impression que le monde tourne autour de moi, mais sans moi. Je n'existe pas, je suis transparent, invisible. Je vois les autres, mais ils ne me voient pas. » Et sur le moment, lorsque j'ai écouté cette phrase, je me suis dit « Non, c'est pas possible. Comment c'est possible que un personnage ou un réalisateur, dans ce cas-là Eric Rohmer, puisse capturer aussi bien comment je me sens à ce moment-là ?» Et depuis que j'ai entendu cette phrase, j'ai l'impression que j'ai réussi à mettre le doigt sur un truc qui me perturbait. Et que du coup, maintenant, ça va mieux, quoi. Enfin, je me sens visible, tout simplement, et parce que j'ai tout simplement réussi à m'identifier à quelqu'un qui ressentait les mêmes choses que moi. Bref. Et le film est tout simple, et Elmar, t'es le seul autour de la table qui l'a vu, je pense. Et juste, j'aime bien les films où on déambule, où on flâne, où il se passe pas grand-chose. Ça vagabonde. Ouais, où ça vagabonde, et juste où ça montre un peu la France, quoi. Et enfin, les plages bretonnes, le folklore, les crêpes et tout ça. Ça me rappelle vachement le film Vin Dieu qui est sorti cette année, où on montre la Franche-Comté. Et juste, c'est des films où l'intrigue prend pas tellement de place, mais du coup, on donne toute la gloire au personnage filmé et à l'endroit filmé, et ça me donne juste envie de prendre un billet de train et de partir en vacances à Saint-Malo et de me baigner dans la mer et de manger des crêpes au sucre. Et je sais pas, c'est vraiment un film hyper spécial pour moi. Et je l'ai aussi revu lorsque je suis partie vivre aux États-Unis pendant 1 an. Lorsque la France me manquait beaucoup, je regardais ce film et j'allais instantanément mieux parce que j'avais l'impression de replonger pendant 1h, 1h40 dans le monde de la France qui me manquait, quoi. Donc voilà. C'est trop drôle ce que tu dis sur les phrases de Rohmer, parce que moi j'ai vu ça avec Mamie chez Maud, que j'ai vu pile au bon moment. Je ne pouvais pas le voir à un meilleur moment que ça. Et ça m'a fait absolument pareil que toi, et ça m'a autant fait du bien que dévasté. Et c'est ça que je trouve fort avec son cinéma aussi. Oui, c'est des dialogues qui te percutent et du coup qui te font vachement réfléchir. Et je suis énormément fan des dialogues de Rohmer parce que je trouve que c'est vraiment des leçons de vie. C'est clair. Mais en même temps, tu désapprends en même temps que tu apprends. Et voilà. Dans Conte d'été, moi, c'était la réplique... c'est je n'ai pas envie d'en parler, pourtant je ne fais qu'en parler. Et je sais pas, c'est si simple, mais c'est tellement vrai. J'aimerais rebondir sur un autre truc. Si ces aventures amoureuses selon toi sont ratées, les miennes alors sont catastrophiques. Parce que, attends, le Tu veux en parler ? Non, vraiment, les gens, ils en ont autre chose à faire. Mais il a quand même 3 filles exceptionnelles qui tournent un peu autour de lui, et c'est genre waouh. Et c'est-à-dire que à chaque introduction d'une nouvelle peut-être amoureuse, je les trouve toutes aussi exceptionnelles l'une que l'autre. Elles ont une personnalité bien à elles, vraiment ouais, justement les personnages, je les trouve super bien écrits. Et justement, j'avais une question pour toi. Toi, t'es quel team des 3? Margot, clairement. Margot, c'est... Je m'identifie à elle de ouf, et elle a un côté très solaire qui me fait du bien. Et c'est juste un... Peut-être, elle est un petit peu fataliste parce qu'elle se dit oui, c'est comme ça et ça sera jamais mieux, machin. Je suis toujours... elle est très pessimiste. Oui, elle est très pessimiste, et d'ailleurs, c'est contradictoire parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Je te donne la parole après, t'inquiète.
Mais ouais, Margot, c'est vraiment mon personnage préféré du film. Je pense qu'elle fait beaucoup de bien à Gaspard et elle pourrait lui faire beaucoup plus de bien que ses deux autres filles. Et voilà. Ouais. Alors, j'aurais voulu intercaler un petit truc après ce que disait Hugo, parce qu'on a la même passion pour le film Manu chez moi. Moi, j'ai pas vu Conte d'été, d'ailleurs, j'ai disparu momentanément. Je suis revenue pile à ce moment-là, donc j'estime que c'est un signe. Oui, Romer a une façon d'écrire les dialogues qui est formidable. Je vais juste citer une phrase de Manu chez moi, après je vais m'arrêter, mais je pense que ça caractérise vraiment tout le cinéma de Romer. C'est Jean-Louis Trintignant dans le film est catholique. Il s'adresse à une femme qui ne l'est pas et elle est divorcée et il lui dit vous n'êtes pas catholique et je respecte toutes les religions, même celles de ceux qui n'en ont pas. Et je trouve que la douceur des phrases de Romer et de la direction de ses acteurs, qui sont à la fois très doux et très amers dans certains films et même dans tous ces films, en tout cas de ceux que j'ai vus, je l'ai rarement ressenti aussi fort dans d'autres cinémas. Donc je vais vraiment rattraper Conte d'été. Mais il y en a beaucoup qui s'inspirent, notamment Emmanuel Mouret récemment, des films de Romer. Et je trouve qu'il y a une tentative, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vraiment, ça se voit qu'il veut faire un truc un peu romérien. Et donc, il perd un petit truc, il perd quelque chose. Et en fait, au-delà de ça, je trouve que Mouret, ce qui n'est pas le cas pour moi avec Romer, je trouve qu'il fait un cinéma très bourgeois, alors que ça se sent pas du tout dans la filmographie de Romer. Regardez Pauline à la plage. Ah oui, c'est incroyable. C'est vraiment mon deuxième film de Romer préféré, Pauline à la plage. En plus, il y a Amanda Langlais qui joue Pauline. Et c'est des films de vacances qui te donnent envie de partir à la plage, tout simplement, et d'avoir des petites aventures avec des gens qui traînent comme ça. Et si vous connaissez pas le cinéma de Romer, foncez, parce que vous allez trop kiffer. Je suis bien d'accord. Je ne trouve pas je cherchais la citation de Manu Chemo de la scène où il dit mais vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait d'amour sans réciprocité. Après il fait un discours de malade et vraiment j'ai fait je ne trouve pas la citation. C'est bien dommage. Du coup, si ça vous va, je propose qu'on passe au film d'après. Ah, Elmar a un truc à rajouter, je t'en prie. Tim Solène. Vas-y, tu peux. Écoutez, voilà. J'ai pas vu le film donc je ne m'exprimerai pas. C'est une badie de ouf. Comment ? C'est une badie de ouf. J'avoue, mais bon. Mais Léna, elle a commencé à me saouler à la fin. Oui, c'est vrai que c'est contre en direct. Insupportable. Battez-vous. C'est très drama, Romer. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir des émissions de télé-réalité sur certains côtés. C'est trop drôle. Genre Pauline à la plage, c'est hilarant pour ça. Léna avec ses cousins. Bref, vas-y, Hugo. De quoi ? Regardez le film, vous comprendrez. Quoi, avec les cousins ? J'ai pas entendu. Vous allez regardez le film, vous allez comprendre. Ok. Et donc du coup, on va revenir dans un cinéma qui date un petit peu, mais quand même un petit peu plus proche de nous, début des années 2000. Dinner in 10 minutes. Dwayne, can you check on Frank? Tell him it's dinner time. Why, you don't talk anymore? You can talk. Mao, est-ce que tu veux nous parler de ton premier film ? Little Miss Sunshine, pour moi, rentre vraiment dans la catégorie film doudou. Mais je crois que je le conscientise maintenant un peu plus que le deuxième dont on va parler. Je l'ai vu quand j'étais petite. J'ai tendance à dire que le premier film en prise de vue réelle que j'ai vu, c'est, en tout cas dont je me rappelle, c'est Le Cercle des Pas Disparus, mais ça se bat avec Little Miss Sunshine. Basiquement, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Olive, qui est en surpoids, qui veut être mini-miss. Elle gagne un concours parce que la première est malade. Et elle ne peut pas se rendre à la finale. Et avec sa famille de bras cassés, ils vont en bus à ce concours de mini-miss où elle n'a pas sa place. Sa famille le sait, mais parce qu'elle a envie de le faire, ils y vont quand même. Ce film, je le considère vraiment comme un câlin. Mais un câlin qui ne veut pas dire que c'est pas un truc qualitatif. Vraiment, Little Miss Sunshine, dans son rythme, dans la caractérisation de ses personnages, il est fou. Il réussit la prouesse de montrer une famille avec le père, la mère, le frère, le grand-père, le petit frère, enfin le grand frère, mais plus petit que l'autre grand frère, et la fille. Et chaque personnage a une caractérisation propre. C'est facile de montrer un groupe, c'est moins facile que chacun soit des individus. C'est-à-dire que quand je vois Little Miss Sunshine, je crois à ces êtres humains, je crois en leurs pensées, je crois en leurs contradictions. La mère, pour ça, que tu découvres mieux en revoyant le film adulte, oui. Elle est génialissime. Totalement. La mère est formidable, le frère, tu le comprends plus, hein, donc le frère de la mère. Et bon, je suis folle de Paul Dano, donc dans ce film, il fait penser à Anthony Bajon, dans le sens où quand t'es un acteur et que t'es contraint de ne pas parler, lui il parle pas parce qu'il veut devenir aviateur,
En fait, je trouve que ça montre beaucoup plus ta qualité que quand tu as des phrases et des monologues de plusieurs pages. Donc Anthony Bajon, Paul Dano sont formidables. On a vraiment déjà atteint le point Bajon au 3e film. C'est un concept de ce podcast, il y a le point Bajon. Est-ce que quelqu'un veut réagir peut-être ? Moi, c'est un film auquel je crois complètement à l'histoire, même si c'est une histoire complètement absurde. Il n'y a pas un seul moment où je vais douter et de me dire non, c'est pas possible ça, non mais ça pourra jamais arriver. Et c'est un film juste qui m'a fait du bien lorsque je le vois et lorsque je le revois. Et je l'ai revu. Alors, il y a eu un avant et un après visionnage de The Office. Parce que j'ai regardé Little Miss Sunshine avant avoir regardé The Office. Elios applaudit en Kevin sur The Office. Ah. Et j'ai regardé The Office et après je me suis dit il faut que je regarde Little Miss Sunshine pour voir comment je vais percevoir Steve Carell ensuite. Et j'ai adoré sa prestation dans Little Miss Sunshine, je l'ai trouvé incroyable. Et je pense que j'avais pas capté toutes les subtilités qu'il mettait dedans avant d'avoir regardé The Office, parce que tout simplement c'était un acteur dont je connaissais pas forcément le travail et le potentiel. Comment ? Il est un peu goofy dans The Office. Il est un petit peu, oui, légèrement. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur le film. Dans Miss Sunshine, la première fois que j'ai vu, c'était l'année dernière. C'était pareil, un des nombreux films sur ma watchlist. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui est très très cute. Et justement, tu parlais de Paul Dano. C'est le film qui a vraiment l'a mis sur la map. Moi, ça restera toujours The Girl Next Door, qui pareil, j'aurais pu le mettre dans mes films doudou, mais je divague. Vague. Mais j'en étais sûr. Mais Little Miss Sunshine, ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, à premier visionnage, j'ai détesté le père. Ah, mais oui. Le père, il est insupportable. Je repense à la scène de la gaufre et de la glace dans le diner. C'est, je crois, l'une des pires scènes qui m'a fait sentir dans ma vie. Faut être un gagnant, Marine. Oh mon Dieu, mais j'avais envie de jeter mon ordinateur à travers la pièce. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le pire père possible envers sa fille. D'ailleurs... Enfin, pas vraiment. On oublie ce que je viens de dire. Pour les fans de Breaking Bad... Vraiment, on a Heisenberg et Hank dans le film qui viennent de nulle part. Vraiment, ils sont là. Hein. Vous pouvez regarder. Du coup, Bryan Cranston et Dean Norris, je crois. J'ai oublié son nom, mais celui qui joue Hank dans Breaking Bad, les deux sont dedans. Et bon, ils ont une petite apparition, mais c'est fou comment est-ce que Dean Norris, on lui a toujours filé les mêmes rôles. Il joue toujours le flic un peu beauf, un peu je vais rigoler, je vais parler de cul. Et ça m'a fait comprendre un truc, c'est qu'il est juste parfait dans ces rôles-là. Donc big up à lui. Je sais qu'il écoute le podcast, pas du tout. Il y a un truc que je voulais rajouter en fait, c'est quand on parlait du père. Quelque chose que j'aime beaucoup dans Little Miss Sunshine, c'est la proximité avec les familles réelles. En fait, quand on le regarde et quand on lit le pitch, on se dit tous ces personnages sont affreusement clichés. Le frère, c'est le torturé brun fan de Nietzsche qui arrête de parler parce qu'il aime les avions. Le grand-père, il lit des magazines de boules et il est beauf. Le frère, c'est un auteur torturé fan de Proust qui a voulu se foutre en l'air et qui n'a pas réussi. Olive, c'est une petite fille un peu perdue qui est bardée d'illusions mais qui sera mangée par la vie. Le père, c'est un connard et la mère, elle est complètement dépassée par tout ce qui se passe autour d'elle. Mais c'est Toni Collette. C'est Toni Collette. Et en fait, c'est Toni Collette quand même. Quand tu remates le film plusieurs fois, moi je l'ai revu en salle il y a 2 ans quand je suis arrivée à Paris. Bon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à n'importe quel moment du film. Je crois que j'ai pleuré de minute 2 à la fin. Mais j'ai vraiment senti que ces personnages étaient humains. Je dis pas que j'aime le père, je dis que je le comprends. Je dis que, voilà, quand tu le revois, tu te rends compte que ses comportements sont pas cool, mais il fait de son mieux. Alors, c'est pas une raison. Mais pour lui, en fait, ce qu'il dit, c'est le bien pour sa fille. Alors, il se foire, mais il y a de l'essai. Il y a des scènes, moi, qui me touchent parce que c'est ce que j'ai... c'est ce qui sont vécus par certaines personnes. Par exemple, dans leur van, ils tombent en ruine et ils sont même pas sûrs de pouvoir atteindre leur destination parce qu'ils doivent faire énormément de kilomètres pour ceux qui l'ont pas vu. Ils ont même des problèmes au contrôle technique, etc. Au bout d'un moment, leur moteur, ils peuvent plus s'arrêter ou plus freiner, je crois.
Ils peuvent plus freiner. Ils peuvent plus freiner. Ils peuvent plus passer les vitesses, c'est ça. Oui. Et donc ils sont contraints de ça pousser klaxonne. leur camion. Et c'est pour ça que l'affiche, il y a des gens qui courent c'est l'affiche, ouais. avec le grand-père qui veut essayer de prendre la petite fille, parce qu'ils doivent tous pousser à 6 et ensuite courir pour rattraper le camion. Et ça, je l'ai vécu avec ma famille. Et cette scène, cette scène, elle a été reprise dans plein de films. Moi, ça me fait penser à Licorice Pizza. Avec le camion, où c'est pas exactement la même chose. Va te faire foutre, pardon. Mais du coup, Je parle pas de PTA comme ça. J'adore PTA. Mais... avec le camion, où ils peuvent même plus, il a plus de batterie, il a plus d'essence, et ils sont en pente et ils doivent faire une manœuvre. Enfin, c'est génial. Un sprint de gueudin. Et cette scène vraiment de Little Miss Sunshine, je trouve représente vraiment la personnalité des personnages alors qu'ils sont en train de courir. On a l'oncle que j'appelais le frère au début, mais donc le frère de la mère qui court, qui s'est taillé les veines et donc qui court les bras tout droits, qui a vraiment qui ne sait pas pourquoi il est là. Le frère a aussi une façon de courir qui lui est propre. L'autre, je trouve que juste une scène de course caractérise les personnages. Donc juste pour ça, Little Miss Sunshine est un film de ouf, plus qu'un film doudou. Écoutez, j'aurais adoré en parler, mais ça fait partie des films que j'ai aimés, mais dont je ne me souviens absolument pas. Donc je ne peux pas en parler. Et un autre film dont je ne peux pas parler, c'est le prochain film dont tu vas parler toi, Elmar. Est-ce que tu peux nous l'introduire ? 10 Things I Hate About You. Bianca Stratford is the most popular girl at Padua High. You're asking me out? I'm down. I've got the 411, and you are not going out and Si getting vous avez regardé nos vidéos Instagram, si vous avez Comment ça, bien vous avez pas écouté- regardé ? Si vous avez fait attention, 10 Things I Hate About You, c'est un film que j'ai beaucoup parlé. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, 10 Things I Hate About You est inspiré de La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Et justement, un truc que je trouve très sous-coté de ce film, c'est que c'est vraiment une lettre d'amour à Shakespeare. C'est une lettre d'amour à son écriture que Shakespeare a pu avoir, tout autant dans sa romance que dans sa grossièreté, que dans ses personnages qui peuvent à la fois paraître immondes mais super attachants. C'est un film qui parle d'amour, qui parle vraiment d'amour, mais moi ce que j'aime énormément, c'est les films qui te montrent des personnages prêts à tout pour les personnes qu'ils aiment. Et 10 Things I Hate About You le montre de façon adolescente, mais genre il n'y a pas plus teen movie que 10 Things I Hate About You. C'est un film où une des premières répliques, c'est sur une professeure qui écrit un livre érotique et tu la vois, elle est en train d'écrire un truc tellement graphique. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Parce que le monde dans lequel est ce film est absolument grossier, bizarre. Tout le monde est d'une insolence sans nom. Tout le monde a des personnalités qui, en surface, sont infâmes. D'autres, même à l'intérieur, le sont. Mais ces gens-là, en réalité, quand tu apprends à les connaître, en fait, ils sont tous super attachants. Bianca, c'est un personnage, au début, tu peux vraiment la détester, mais si à la fin, t'es pas heureuse je vais pas spoiler, mais il y a un moment, elle fait un truc, si t'es pas heureux pour elle à ce moment-là, t'es pas humain. Il faut savoir un truc, c'est que mon crush sur le personnage de Kat a commencé quand elle a décidé de danser sur du Biggie, et ensuite mon crush sur Patrick, Heath Ledger, du coup, a commencé quand il fait si tu l'aimes, ça veut dire qu'elle en vaut la peine. Et cette phrase, elle est tellement simple, mais waouh, le charisme que dégage Heath Ledger est dingue. Voici d'autres petites répliques que moi j'ai adorées. Quand le personnage de Joseph Gordon-Levitt voit du coup le personnage de Bianca, il est tellement ébloui par sa beauté qu'il fait juste « Wow, I am... Wow ». En fait, il n'a pas les mots et la façon dont il le joue, c'est tellement mignon, c'est tellement vrai que genre, je sais pas, je suis heureux à chaque fois à ce moment-là. Il y a une scène où du coup, ces deux personnages-là, ils apprennent le français et donc il y a un échange qui est incroyable où du coup, ils parlent en français avec leur accent détestable, où ils font « Où est le crayon de mon oncle ? Je ne sais pas, peut-être qu'il est dans ton trou du cul. » Incroyable réplique, incroyable réplique. Tout est sublimement bien rythmé et
Et ouais, 10 Things I Hate About You, pourquoi c'est aussi un film doudou, c'est que quand ça va pas, quand je suis au plus bas, 10 Things I Hate About You, c'est là. C'est là, c'est facile à regarder, c'est 1h38, tu regardes ça, c'est simple, c'est cool. Basique. Et genre, tellement toutes les scènes sont genre iconiques. Genre, la scène I love you baby, genre, comment ne pas adorer cette scène? Vraiment, la fin au bal, tout est trop iconique. Toutes les scènes sont dingues. Voilà, en fait, je peux parler genre pendant 48 heures de ce film, donc je vais arrêter parce qu'on n'a pas 48 heures. Ouais, vraiment, j'ai pris tout le... My bad. Mais si vous n'avez jamais vu 10 Things I Hate About You, et comme moi, vous êtes fan de comédie des années 2000, alors techniquement, 10 Things I Hate About You, c'est 1999, mais on va le rentrer dans ce lot-là, parce que c'est génial. Parce que vraiment, c'est génial. Regardez-le. C'est très cool. Et c'est aussi bizarrement un film qu'avec ma mère, on adore regarder. Donc, si vous avez des darons, ce que j'espère, regardez-le avec elle. Parce que c'est genre... Bah, comment ça? Aïe, aïe, aïe. Non, mais il y a des gens qui ont de papa. Ah bah, je sais, mais écoute, regardez-le aussi avec vos darons. Ça se trouve, ils vont kiffer. Ça se trouve, ils vont kiffer de ouf. Même moi, je dirais, n'importe qui peut aimer ce film. Genre, il a tellement un potentiel universel que oui, ok, ça parle de couple, certes, hétéronormé, mais c'est bien fait, c'est bien raconté, les prestations sont géniales. Et faut savoir que, petite anecdote pour terminer mon truc, le gars qui joue le père de Katharina, Mr. Stanford, et ben quand j'ai travaillé dans un hôtel, je l'ai servi le petit déjeuner pendant 1 semaine, et le seul moment où je me suis rendu compte que c'était lui, c'est quand il est parti. Oh non, j'ai eu le seum de ma vie. Voilà, petite anecdote, c'est tout pour moi. Marine, t'as aussi vu le film. Est-ce que tu veux en parler? Oui, alors j'aurais beaucoup moins de choses à dire que toi, Elmar, parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Et puis t'as déjà dit énormément de choses que je voudrais redire aussi. Mais je tiens à saluer notamment les costumes de Katharina. Katharina, oui. Pour moi, c'est... Non, mais oui, mais en fait, elle est trop bien sapée. C'est tellement intense comme moment. Parce que c'est vraiment l'une de mes inspirations / références vestimentaires de la vie de tous les jours. Et je trouve chacun de ces outfits complètement mémorable et incroyable. Donc, notamment son costume lorsqu'elle part danser avec son collier de perles et son bustier noir, je crois. Même son outfit du début avec le petit top et puis son pantalon un peu large vert et même ses chaussures, ces sortes de flip-flops à plateforme noire. Je trouve que c'est hyper iconique des années 2000 et même c'est portable et c'est hyper intemporel. Et je trouve que c'est vraiment des super choix de costumes de la part du costumier ou de la costumière parce que je trouve que ça décrit vraiment... c'est hyper intemporel, quoi. Et même aujourd'hui, ça pourrait être, entre guillemets, en vogue. Et ça l'était aussi dans les années 2000, mais ça montre aussi qu'elle était un peu... Elle prenait déjà ses initiatives et elle suivait pas déjà la norme de l'époque. Donc, le film... Tous les personnages dans le film, et surtout Katharina, sont incroyablement sapés. Oui. Oh, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Une des meilleures répliques de films de tous les temps, je suis obligé de le faire en original, je peux pas le traduire. C'est « Oh, that must be Nigel with the brie !» Si vous avez vu le film, cette réplique-là, comment est-ce qu'elle est dite, le moment où elle est dite, pure comédie. C'est genre de l'excellence. C'est ça qu'on aime. Tu sais que j'ai cru que ton micro avait été coupé parce que t'as fait le truc en dessous du micro et je me suis dit, mince, il parle mais on l'entend pas. Pour ceux qui nous écoutent, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mes mains et vous pouvez pas le voir. Après 4 films en prise de vue réelle, on va maintenant parler d'un genre de film qu'on affectionne beaucoup et notamment Robin qui me regarde actuellement depuis sa cabine. On va parler du cinéma d'animation. Oh. Congelé.
On va commencer avec toi, Mao, parce qu'il y a 2 films d'animation qu'on va aborder. On commence par le tien. Dis-nous, quel est ton film doudou d'animation ? Alors, tu as parlé de Robin. J'aimerais faire une petite anecdote. Faut savoir qu'en ce moment, je fais un tournoi en story avec des films. Les gens s'arrachent la gueule dans mes DM, c'est hilarant. Moi ? Non. Par contre, moi, pas du tout. On a eu un round de Paprika, Moi Moche et Méchant, et Robin a gueulé en disant que Moi Moche et Méchant n'était certes un bon film, mais clairement pas aussi bien dans l'histoire du cinéma logique. que Moi Moche et Méchant. Ce qui est logique. Je n'enlève pas du tout cette idée-là, puisque, j'en parlais tout à l'heure, Moi Moche et Méchant est un film que je ne conscientise pas. Je vais pas rentrer en détail parce que ce serait vraiment badant, mais en primaire, j'ai vécu un drame familial assez violent, ce qui fait que je n'ai pas vu ma mère rire pendant 1 an. Mon père a dû gérer un peu tout seul à la maison. Avec mon autre frère, avec mon frère, c'était compliqué. Enfin bref. Maintenant, ça va mieux. Mais en primaire, j'ai lu la BD Lou, Morte-Bouse. Et quand ma mère l'a lu avec moi, elle a ri. Et à ce qui paraît, je l'ai regardée, je fais « Maman, tu rigoles ?» Et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit « Mais non, mais tu pleures pas. » Et en même temps, on a vu Moi Moche et Méchant. Et j'ai vu ma mère rire pendant 1h30. Donc je ne peux pas ne pas aimer ce film et surtout mettre des mots objectifs dessus. C'est... Comment dire ? Dans La Maman et la putain, il parle de ça sur des femmes et je trouve que ça correspond parfaitement au film. Le personnage de Jean-Pierre Léo aime une femme, pas pour ce qu'elle aime, mais pour quelque chose qu'on a mis sur elle comme un manteau. Et moi j'aime Moi Moche et Méchant, pas pour ce qu'il est factuellement, mais pour le bien qu'il m'a fait ressentir à un instant T. Mais ça mis de côté, je trouve que par exemple le tempo comique du film est formidable, qu'il a un plot qui est quand même assez triste, de suivre un mec qui a tellement pas confiance en lui, qui veut faire le mal partout pour sentir exister, gros. Il veut devenir le plus grand. Voilà. Wow. Ah, parce que la mère est compliquée. Enfin, quand il y a une scène, elle est conne, mais il y a une scène de flashback où il montre plein de choses à sa mère. Il fait des choses de plus en plus folles, comme une fusée en macaroni. Il fabrique une fusée, pas comme les platistes qui veulent montrer que la Terre est plate, mais vraiment pour montrer qu'il a fait une fusée. Et sa mère elle lui répond Et je trouve que déjà l'histoire de Gru est triste. Et le plot de base d'un mec qui veut adopter des gamines, mais il kidnappe plus ou moins pour... Ah, c'est vrai, tu rigoles, mais c'est vrai. Hein. Ah oui, il c'est pour ça que je plus ou moins rigole. qui sont des gamines orphelines qui font des gadous en bouillasse et se font enfermer dans la boîte de la honte parce qu'elles elles font un pas de travers. Et il les kidnappe pour ses propres intérêts. Mais je trouve cette histoire vachement triste à la base. Mais le film ne l'est pas. Tout en me faisant pleurer à certains moments. Je trouve qu'il a des répliques, surtout dans la VF, qui sont absolument iconiques parce que je n'ai jamais vu en VO. Je pourrais te recréer Moi Moche et Méchant en entier, tellement je le connais par cœur. J'ai pas le temps, Ouais. Quoi ? C'est quoi ta réplique qui t'a le plus marqué ? Ma réplique. Si tu lâches banana, ça. Je non, je vais pas la faire, mais c'est toute la scène où il explique à ses mignons leur projet, et genre nous avons volé l'écran géant du stade de football. Et dans cette scène est ma préférée, mais en vrai, si. Ma réplique, je l'ai pas exactement, celle-là, bizarrement, mais c'est à la fin, quand les petites filles lui disent oui, mais tu nous as abandonnés, et qui dit oui, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite toute ma vie. Et moi, cette scène, elle me déchire le cœur. Mais en fait, j'aime Moi Moche et Méchant pour ce qu'il est. Je ne vois pas ses défauts, mais j'ai choisi de ne pas les voir. Et voilà. Donc, si on suit ta logique, après qu'on ait montré nos enfants Moi Moche et Méchant, faut tout de suite leur montrer La Maman et la putain. Non, mais histoire comme ça, le jour où j'ai des enfants. Non, c'est juste la logique de ma cinéphilie bancale. Moi, j'avoue, je préfère Moi Moche et Méchant 2. Parce que aussi, parce qu'on a des running gags avec Romain, qui au moment où je dis ça n'est plus dans la cabine son, mais on rigole beaucoup avec El Nacho et Pouletto. Voilà, on rigole beaucoup par rapport à ça. Mais d'ailleurs, les mignons, je pense que c'est l'une des inventions les plus incroyables du 21e siècle. J'en ai pas parlé, moi. Justement. Et c'est français. Moi, c'est ça que je voulais dire. Pour les personnes sur le spectrum, les mignons est la pire chose qui nous est arrivée. Ah bon ? Ah, totalement. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai dû m'occuper d'enfants et tout, et ils voulaient absolument regarder la compilation de tous les films Illumination. Le Mignon Cinematic Universe, genre. C'est ça. Et j'ai regardé, ça crie
de partout. Les bruits sont stridents de dingue. Tous les gags, c'est que les mignons hurlent. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai dû partir, alors que de base, je ne devais pas laisser les enfants. Je leur ai dit, je vais aux toilettes. Pas du tout. J'étais en train de reprendre ma respiration parce que j'étais à deux doigts de me mettre vraiment, mais genre mal. Je me suis... C'est-à-dire que moi, devant des films, c'est rare que genre, je me sens mal. Par exemple, même la scène du klaxon dans The Miss Sunshine, c'est un truc... Je bloque mes oreilles, mais je suis tellement dans le film que je peux le faire. Les Mignons, je peux pas. Moi, chez Méchant 2, c'est pratiquement Mignon 0.5. Vraiment, c'est pratiquement leur film. Ensuite, Les Mignons, c'est encore pire. C'est des films qui, honnêtement, moi, me mettent dans un état extrêmement mal. Donc, j'étais agréablement surpris de voir que dans Moi, Moche et Méchant 1, mes souvenirs étaient teintés. En vrai, ils sont plutôt chill, ils sont plutôt là. Ils sont vraiment là, du coup, pour créer un truc comique. Mais Illumination et Universal Studios, ils ont compris un truc, c'est vous êtes en train de dire qu'on peut faire un film super cheap qui va nous rapporter beaucoup. Allez, let's go, on va faire ça. Ils ont aimé là, les petits gamins jaunes. Allez, on va en foutre plein. Et depuis, on les voit de partout. Sur tous les Facebook de toutes les mamans. Sur la table d'enregistrement du podcast, il y en a un. D'ailleurs, j'ai une question. S'il y a des mères qui nous écoutent, encore une fois, shout out aux mamans. Pourquoi vous aimez autant les mignons ? Pourquoi il y a autant de mèmes autour des mignons ? Je ne comprends pas. Genre, récemment, j'ai vu un mème des mignons où ça parle de la classe ouvrière. Pourquoi ? Ce sont littéralement des esclaves. Bah oui, ils se font exploiter. C'est ça. Oui. Mais c'est genre... C'est eux, ils étaient là en mode on est en train de se battre contre tous leurs trucs, même leur film nous le montre, tous leurs trucs, c'est qu'ils kiffent être des esclaves. Je trouve ça quand même très limite. C'est véridique. Mais c'est ça. C'est vrai. C'est que, par contre, les mignons, vous étiez où en 39-45 ? Non mais vous existez depuis le temps des dinosaures. Où étiez-vous en 39-45 ? Je veux savoir, on vous a vu avec Napoléon. Où étiez-vous lorsque Hitler était au pouvoir ? Le point Godwin, alors, il est là. On a atteint le point Bachon en 3 minutes, le point Godwin en 1 heure. En vrai, j'ai parlé de Moi Moche et Méchant, j'ai aussi volontairement pas parlé des mignons, parce que justement dans le 1, ils ont une fonction narrative. Ils n'ont pas une fonction de décor, mais des décors trop présents qu'il y a dans les suites. C'est pour ça que je préfère largement le 1 à tout le reste. Le 5, je l'ai vu 3 fois, je l'ai adoré la première fois parce que... Le 4, je l'ai vu 3 fois, je l'ai adoré la première fois parce que j'avais besoin d'un film comme ça pour aller bien. La 3e fois, j'étais non, c'est pas bien. Ils ont marvelisé Moi Moche et Méchant. Ils ont marvelisé Moi Moche et Méchant. Mais là, dans le 1, il y a une des scènes les plus iconiques, c'est quand la peluche de Agnès brûle. Est désintégré et que les mignons vont dans un magasin pour lui acheter une brosse à chiottes à qui ils mettent un cornet de classe avec 2 yeux. Agnès, c'est pas la blonde ? Non, c'est la grande petite. Alice. Je les connais par cœur, Agnès, c'est la petite. Il y a Margot, Edith et Agnès. Et en fait, quand ils lui donnent, je trouve qu'ils ont réussi à foutre de la sincérité dans un truc moche qui ressemble à une patate ou un tic-tac jaune. Et je crois que c'est le même mec qui fait la voix des mignons. Oui. Donc moi, dans un sens, ça me fait penser... qui est aussi réel du film. Ouais, dans un sens, moi, ça me fait penser à Pingu, parce que Pingu, je crois que c'est le même mec qui a fait la voix de tous les personnages. Ou Samuel. Et j'adore, Samuel. Mais moi, je te parle de Pingu parce que c'est un truc mignon, c'est un animal, tu vois. Bon, là, les mignons, c'est pas ce que c'est. Mais regardez Pingu, d'ailleurs, c'est formidable. Et en fait, j'aime Moi Moche et Méchant parce qu'il me dit quelque chose. Malgré tout, il a un message, ce qui perd, je trouve, dans les suites. Et voilà. Par contre, il y a un truc dans le 2, et ça je te l'accorde, c'est que les personnages sont toujours aussi attachants. Comme quoi ils savent caractériser des personnages. Il serait bien qu'ils continuent de le faire. Et juste, après je termine, Vector, meilleur méchant des dessins animés avec Syndrome. Tu sais que c'est ce que j'allais dire, c'est que Vector, j'ai vu jusqu'au 2, tu vois, j'ai pas vu le 3 et le 4, mais je trouve que déjà dans les 2 films, les méchants sont très bien et franchement apportent énormément de comiques. Et je trouve ça top, franchement. avec Syndrome d'Indestructible, moi c'est le GOAT. Moi je pense qu'un de ceux qui m'a le plus marqué dans l'animation, c'est le loup dans Le Chapeau des 2. D'ailleurs, dans le 3, le méchant, c'est Trey Parker qui le double, aka un des créateurs de South Park. Je l'ai pas vu. Bah voilà, sachez-le. 1, 2, 4. Sachez-le, voilà. C'est que Universal, ils se sont dit, tiens, le gars là, qui fait la voix de Cartman, on le veut. Quelqu'un a vu Les Mignons 2 ? Oui, avec Scarlett, c'est ça ? Je l'ai vu en ça c'est le 1. Je l'ai vu en projection presse, j'ai cru mourir. C'est éclaté, vraiment. Ils ont fait un chef-d'œuvre et après les autres, je trouve ça... J'ai un pote qui a mis 5 étoiles.
Oh, attends, waouh. Faut peut-être changer de pote dans ce cas-là. Change de pote, pardon. Alors, on va passer au film suivant. On va rester dans l'animation. Malheureusement, on a fait le point Bajon, on a fait le point Godwin. On ne pouvait pas éviter le point Disney. Mais c'est à mon sens un des meilleurs Disney. Oh mais Godwin, Bajon et Disney. Godwin, Bajon et Disney. Voilà. En vrai, Godwin et Disney, moi je vois pas la différence. Mais à Bajon, il a rien demandé. Oui, mais Bajon, c'est l'exception. Bajon, c'est juste un chill guy, quoi. Bref. Pour moi, comme je disais, c'est un des meilleurs Disney qui existent. C'est un de mes préférés. Et Marine, je te laisse l'introduire. Et oui, c'est La princesse et la grenouille de John Muskers et Ron Clements. La princesse et la grenouille de John Muskers et Ron Clements, sorti en 2009. Je crois que je l'ai vu au cinéma, j'en suis plus très sûre, mais en fait, il fait partie de tous ces films qui sont des films d'enfance. Et pour moi, les films d'enfance sont des films doudou. Parce que lorsque j'étais petite, j'habitais... Enfin, je vais m'expliquer. Quand j'étais petite, j'habitais à la campagne et on regardait très peu de films. Notamment, on allait très peu au cinéma. J'ai dû aller au cinéma vraiment une fois par an, grand maximum, jusqu'à ce que je parte à Paris pour mes études, c'est-à-dire lorsque j'avais 18 ans. Wow. Donc, comment t'as fait pour survivre ? Je sais pas en fait. C'est compliqué. Putain. Oui. Wow. Et ce qui fait que les films qu'on regardait à la maison, on les regardait, mais plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a des films que j'ai dû voir une 50aine de fois sans m'en lasser. Pour citer Cars, La princesse et la grenouille, Ratatouille. Oui, oui. Non, Cars. Oui. J'ai vu juste Ratatouille. Rapide. Et aussi tous les films un peu comiques qu'on regardait en famille, comme La Grande Vadrouille de Gérard Houry, par exemple, avec Louis de Funès. C'est tout ce genre de film hyper régressif qui me plonge dans une nostalgie où juste ma seule préoccupation, c'était si la personne allait pouvoir partager ses BN avec moi à la récré. Et ça me rappelle ce genre de moment. Et La princesse et la grenouille, c'est l'un des films que je l'ai vu, je me suis dit waouh, mais je ressens pas la même chose lorsque je regarde ce film que lorsque j'ai regardé tous les autres films. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, ça m'a donné envie de travailler dur pour avoir ce que je voulais. Et ça m'a montré une nouvelle culture, un peu un nouveau folklore, qui est encore très occidentalisé, on va dire. Mais j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé l'animation magnifique. Je crois que j'ai noté ça quelque part... Oui, que c'est le retour de l'animation dessinée à la main par Disney qui avait un petit peu oublié ça pendant quelques années. Leur ancien film, juste avant, c'était Bolt. Qui se souvient de Bolt ? Personne. Ah bah ça, j'ai beaucoup regardé quand j'étais enfant, tu vois. J'ai un pote, son chien s'appelle Bolt, pour ça. En vrai, c'est gang. En vrai, c'est pas mal. Je me souviens plus du film. Pardon, continue Marine. Et je trouve les personnages absolument incroyables. Naveen. Oui. Je me tape des grosses barres devant Naveen. Il est incroyable, ce mec. Et Tiana est géniale aussi. C'est vraiment ma role model de quand j'étais petite. Pareil, tous les personnages secondaires, Ray, Louis, ils sont trop cool. Et le méchant, il est fantastique. Oui. Vraiment, oui. Il a un... Sa chanson. Dieu merci pour Keith David. Il a un charisme incroyable. Il est terrifiant. Sans forcément qu'on lui mette des cornes sur la tête en mode « Oh, regardez comment il est horrible » et il est drôle et on a limite envie de lui faire confiance. De lui dire « Ok, tu me proposes de devenir beau pour pécho la meuf de mes rêves, mais carrément, vas-y. » Et je trouve que les personnages sont extrêmement bien écrits, extrêmement bien caractérisés. Les dialogues sont super drôles et... Ouais, je trouve qu'il a vraiment un point de vue assez engagé au niveau sociétal et je trouve qu'il représente pas mal de choses. Enfin, il y a encore toute cette question des classes entre les blancs bourgeois, donc avec la famille de Charlotte et de son père Big Daddy LeBoeuf. D'ailleurs, son nom me fait extrêmement rire. Après, on a la famille de Tiana qui sont ouvriers, qui habitent dans la banlieue, de la mère qui est justement la servante de la famille très riche de Charlotte. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment... Il y a beaucoup de profondeur à l'écriture du film et à l'élaboration du contexte du film. Et ouais, je sais pas, c'est un film qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Les costumes, je les trouve incroyables. La robe bleue de Tiana est magnifique. Sa robe verte est trop belle. Même sa robe de mariée, elle est magnifique. Et les musiques qui ont été composées par... Elle est trop bien sapée. Ouais. Ouais, mais elle est riche.
Oui, mais évidemment, ça rentre en jeu, mais T'es le de monde de la gauche fashion, c'est Bah un ouais. monde de riches. Mais elle est sapée par la mère de Tiana. C'est Parce vrai. que c'est Ah elle oui, sa couturière. pas faux. Elle est Facts. sapée Ouais. comme jamais, encore une fois. Oh, let's Exact. go. Et les musiques sont créées par Randy Newman, qui a fait pas mal de musiques Oui. de films Disney assez cool, Oui. Pixar aussi. Toy Il a fait Story. les musiques de Cars, je crois. Et Ah ouais? ouais, je Donc crois que c'est ça. ça arrive de rater dans sa vie, c'est pas Je grave. t'emmerde. Et j'aime bien le fait qu'il ait réussi à capturer justement l'essence d'une culture un peu jazz, un peu soul, et qu'il l'a vraiment mise dans une... Comment? Il y a énormément de folk. Oui, c'est folk. c'est les bayous de l'époque. La folk, ça vient de là. Mhm. Oui, Mais Elmar, le music nerd, est là. Mais c'est tout con, mais même juste qu'un film Disney se passe à la Nouvelle-Orléans. quoi. Oui. Enfin, c'est génial. Voilà, c'est juste un truc tout con. C'est juste situer son action dans un lieu outre que ceux qu'on a l'habitude de connaître et Dans des des lieux, marécages. des lieux imaginaires et tout, et des pays de... Bon, bref, c'est Disney, quoi. Après, je suis pas d'accord, mais je vais revenir. Ok. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était... moi, c'est ça aussi qui m'a plu. C'est cet aspect-là. Enfin, tout de suite, c'est comme tu as dit, Marine, on sent que c'est vraiment un film qui est assez différent Ouais. de tous les Disney qu'on peut voir. Et je trouve qu'il est rafraîchissant, celui-là. Ouais. Et il y a eu je trouve que c'était une bonne période par là, parce que pas longtemps après, il y a Réponse et tout. Et je trouve que dans cette Ah période-là, ouais. c'était assez bien Disney. Pitié, redevenez comme ça. Oh oui, ce serait trop bien. Bah, parce c'est que le vraiment, début de la princesse moderne chez Disney. Ouais. C'est que je pense que La princesse et la grenouille, c'est le truc qui a lancé tout ça. Parce que juste après, on a Réponse, on a La Reine des Neiges, Vaiana. on a Vaiana. On a Rebelle. Qui n'est pas une princesse. Et d'ailleurs, Rebelle, c'est Pixar. Ouais, mais ça a été C'est racheté. pareil. Tu Alors vois, ouais, c'est mais une moi je princesse. les mets toujours de leur propre Oui. côté. Après, ça dépend. Tu vois, t'as les films qui sont faits que par Pixar et t'as les Disney Pixar. Ouais. Et en général, tu vois la diff. Je m'en fous. Mao, tu voulais parler. Pixar, Ouais, c'est Pixar. alors je rejoins Elmar, moi je suis plus fan de Pixar et j'ai volontairement choisi de voir la moitié des Disney, c'est-à-dire que Le Roi Lion, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas prévu de le voir. Ah, c'est génial. Je me doute, mais je le connais déjà par cœur sans l'avoir vu. Donc, Elton John. Et en fait, moi, par contre, je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a quelque chose que je concède à moitié à Disney, c'est qu'ils ont tendance, en tout cas peut-être depuis les années 80, à situer leurs actions dans des lieux géographiques différents. C'est-à-dire que Mulan, ça se passe en Chine, Encanto, ça se passe au Mexique. Non, pas la Colombie, c'est en Colombie. ouais. Encanto, Ouais. ça se passe en Colombie. Et Mexique, c'est Coco. J'ai confondu les deux. D'ailleurs, Coco, c'est Pixar. Coco... Mais laisse-moi finir. Il y a un lien. Coco, je trouve que c'est un film super. Encanto a plagié Coco et c'est nul à chier. Voilà. Je pose je ça. me dois de souffler Donc- juste pour Lin-Manuel Miranda. Mais on s'en fout. C'est pas parce que la musique est bien que le film est bien. Le Mais film est à chier. c'est lui qui a fait l'histoire. Mais je m'en fous, Oh, donc c'est la pas bien. musique est Bref. bonne. Donc, Disney et Pixar ont tendance à situer leurs histoires dans le lieu géographique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bien fait. Moi, en parlant de Colombie, j'ai des potes qui viennent de là-bas qui ne peuvent pas blairer Encanto pour ces raisons. Et là, je trouve que... je ne viens pas du tout du Nouvelle-Orléans, hein, mais que je trouve un certain respect dans la culture, justement, qui montre plutôt. Après, à part ça, j'ai vraiment un souvenir d'ambiance de La princesse et la grenouille parce que je n'en ai aucun souvenir. Je peux vous dire que je l'ai vu dans le sous-sol de la maison de mes grands-parents en Auvergne sur une télé 3 pouces. Mais voilà, il faudrait que je le remette. Avec un crocodile qui est venu te tenir compagnie pendant ton en VHS. visionnage. C'est nous, c'était Waouh. une VHS. Ma grand-mère avait les De VHS. La princesse et la grenouille Non, elle avait des CD et des VHS. Ah oui. On avait des VHS de Ghibli. Ah oui. Les 102 Dalmatiens, je l'ai vu en VHS en boucle. Les 102 Les 102 Oui, il y a Il y a eu une suite Ah putain. Oh waouh. J'avais pas besoin de savoir ça. Et pour revenir sur La princesse et la grenouille, et notamment sur l'aspect... Parce que vous ne faites que dire de la merde et en plus c'est pas en rapport avec le film. Non mais il y a un truc qui m'est venu à l'esprit et j'ai eu peur d'oublier, alors il faut que je le dise. Vas-y. C'est l'aspect sensoriel du film. Oui. On a l'impression qu'on a les odeurs. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que le film se passe quasiment intégralement la nuit. Ouais. Donc il y a une sensation de pénombre avec juste des petites lumières un peu phosphorescentes du bayou et aussi la nourriture dans le film. J'avais littéralement envie, et c'est ce que je faisais, de recréer chaque plat qui se faisait dans le film après, lorsque je voyais le film. Donc avec ma mère, on avait le livre de cuisine qui s'appelait La cuisine de Tiana, et à chaque fois qu'on regardait le film... Ça existe. Ah ouais, et il est génial. Meilleur cadeau On de faisait Noël. les beignets de Tiana On qu'elle avait- sert avec son petit sucre glace. Ils sont divins. Après, on faisait du gumbo, on faisait aussi des pancakes. Et vraiment, ce livre est formidable. Et ouais, donc bravo au film. J'adore les films de cuisine. C'est pour ça que j'aime autant Ratatouille. C'est parce que
j'ai toujours envie de cuisiner après que je vois ces films et je trouve que ça rend hommage à une culture grâce à la nourriture de cette culture. Oui. Je pourrais te prêter mon livre Les recettes de Rémi qu'on avait justement, c'est la même chose mais avec ratatouille. Ah ma maman, si tu écoutes ce podcast, je veux bien les recettes de Tiana pour Noël. Voilà. Moi j'aimerais juste rajouter un autre truc pour La princesse et la grenouille, un tout dernier. Je l'ai déjà dit mais je sais pas si on m'a bien entendu. Merci Keith David pour tous les travaux. C'est un des meilleurs doubleurs que j'ai entendu de ma vie. Le gars, en plus d'être un excellent acteur, parce que le gars peut tout autant jouer dans Requiem for a Dream et Princesse et la grenouille, et il est incroyable dans les deux. Donc merci Keith David, merci pour les travaux. Il faut récompenser les doubleurs quand ils sont très chauds. Voilà. Allez, on en a fini avec vos films doudou. Enfin. Alors, bon, ça va, c'était pas si long que ça. C'était une blague. Marine, c'est super. On a eu plein de points, j'ai envie de dire, habituels dans ce podcast. Hein. On a eu le point Bajon, on a eu le divague. Et le point Godwin. Le point, il n'est pas habituel, mais on l'a eu aussi. On a eu ton texte, Mao, et il y a autre chose qui est assez habituel dans ce podcast qu'on attend. Surtout en plus avec l'actualité politique totalement fucked up, et plus ça avance, moins ça va. C'est... Waouh. Plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Et donc, je vais arriver à le dire, on est prêt, s'il te plaît, Elios, pour tes Elios News. Bonjour. Aujourd'hui, dans les Elios News, on va pas parler du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de gouvernement. Voilà. Non, voilà, je vais plomber un petit peu l'ambiance. Je suis désolée, c'était super mignon de tous les films dont vous parliez. Mais il s'est passé pas mal de trucs ces dernières semaines concernant les violences sexistes et sexuelles dans le secteur audiovisuel. Et je pense que c'était important d'en parler aujourd'hui, notamment parce que hier, il y a eu le verdict du procès de Mazan. Donc il y a vraiment énormément de choses en ce moment et c'est important d'en parler. Plein de choses à dire. Je vais faire un peu une liste des trucs qui se sont passés. Premièrement, donc Depardieu qui vient pas à son procès. Voilà, parce qu'apparemment monsieur ne se sent pas bien. Mais surtout, on a appris qu'apparemment, Emmanuel Macron ne voudrait pas lui retirer la Légion d'honneur. Ah bon ? Ok, super. Voilà, et ça on a appris pendant la commission d'enquête menée par l'Assemblée nationale, encore une fois que j'adore. On est vraiment devenus les fous de l'Assemblée nationale avec Elios. C'est très grave. Donc on a appris dans cette commission d'enquête qui a lieu en ce moment et qui donc interview, fait venir des gens pour parler des violences sexistes et sexuelles dans l'audiovisuel. Donc encore une fois, vous pouvez aller voir leur replay. Il y a Judith Godrèche qui est venue mercredi, qui a témoigné, c'est super intéressant. Voilà, donc Depardieu qui vient pas à son procès, comme Pellico lui aussi qui n'est pas venu à certaines séances parce que apparemment il se sentait pas bien. Harvey Weinstein aussi, ça a été le cas. On voit qu'il y a vraiment... Stéphane Plaza aussi. On voit qu'il y a vraiment un mouvement des agresseurs sexuels qui se disent bah non, on est trop traumatisés, on est trop triste, on se sent pas bien et puis on est super faible, donc en fait on va rester à la maison. C'est super grave vraiment de pas venir alors que les victimes sont les premières traumatisées et qu'elles sont présentes du matin au soir à ces procès-là. Mais enfin voilà, donc Depardieu super, apparemment Macron a l'air de vouloir lui garder la Légion d'honneur, donc c'est génial. La France est fière de Gérard Depardieu. Exactement, c'est un super acteur, un immense acteur, on adore. Ensuite, Adèle Haenel donc, a assisté à son propre procès contre Christophe Ruggia, donc un réalisateur qui a réalisé Les Diables en 2002. Et sur ce tournage, donc Adèle Haenel avait donc entre 12 et 14 ans pendant le tournage, elle a été agressée sexuellement par Christophe Ruggia, le réalisateur, qui avait donc une emprise sur elle au niveau du travail et en plus avec la différence d'âge. Donc il y a eu son procès. On a d'ailleurs appris que Adèle Haenel, elle est partie en trompe pendant le procès parce que Christophe Ruggia nie complètement les faits, en fait, et dit des choses absolument horribles. Il dit qu'il a créé Adèle Haenel, qu'en gros, sans lui, elle serait rien. Enfin, c'est elle a des yeux d'actrice porno aussi. Voilà, super. Donc c'est juste aberrant en fait de voir ce genre de procès. C'est juste
terriblement triste. Et ensuite, dernier truc qui est venu vraiment mettre la cerise sur le gâteau ces derniers jours, c'est la Cinémathèque française qui a décidé de programmer le film Le Dernier Tango de Bernardo Bertolucci. Le Dernier Tango à Paris, pardon, excusez-moi. Je ne connaissais même pas ce film avant, donc vraiment, voilà. Donc je me suis renseigné et en effet, ça a l'air d'être un film absolument immonde que je ne regarderai jamais de ma vie. Donc pour le contexte, donc Maria Schneider, donc, qui est une actrice qui à l'époque avait 19 ans. Donc le film a été tourné, le film est sorti en 1972. Et donc c'est une histoire d'amour, entre gros guillemets, entre donc une jeune parisienne, Maria Schneider, et Marlon Brando qui avait 48 ans à l'époque. Donc entre une jeune fille de 19 et un homme de 48 ans. Voilà. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur et Marlon Brando, ensemble, ont décidé de faire une scène surprise, entre gros guillemets, qui n'est pas écrite dans le scénario, où en gros, concrètement, Marlon Brando allait, donc trigger warning, gros trigger warning, mais qui allait donc violer Maria Schneider. Voilà, donc elle ne le savait pas. C'était pour avoir apparemment une émotion réelle, une émotion authentique. Franchement, c'est juste horrible. Et la Cinémathèque française a décidé de programmer ce film-là. Alors, il s'est passé plusieurs trucs. Donc, il y a eu un backlash. Voilà, il y a eu notamment la journaliste Chloé Thibault qui a fait remonter l'information et qui a dit « bah non, c'est pas possible ». Et la Cinémathèque a réagi en disant... Je cite, il y aura un temps d'échange avec le public qui précédera le film. Ok, aucune info sur des intervenants. POV, le temps d'échange. Bon, effectivement, c'est grave, mais c'est quand même un film qui est important dans le patrimoine cinématographique. On va pas s'en priver. Allez, bisous. Faut séparer l'homme de l'artiste et du beurre. Oh, wow, non, c'est horrible ça. Je détaillerai pas plus pourquoi, parce que ça me débecte beaucoup trop, mais voilà. Donc déjà, la Cinémathèque française a dit ok, on fera un petit débat, mais ils n'ont pas précisé avec qui, donc super. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils ont décidé d'annuler la séance parce que, je cite, dans un souci d'apaisement des esprits et devant les risques sécuritaires encourus. Donc, en gros, concrètement, parce qu'ils avaient juste peur qu'il y ait des manifestantes féministes qui défoncent la Cinémathèque française, qui auraient été légitimes. Je serais allée avec elles. Les hystériques cheveux bleus. Voilà. Donc c'est vraiment aberrant parce que c'est même pas parce qu'ils se sont dit ouais, peut-être c'est un peu grave ce qu'on est en train de faire. Non, on a juste peur qu'on défonce notre Cinémathèque. Super. Et le pire, c'est que Maria Schneider, à cause de cet événement, elle est tombée dans l'addiction, dans la drogue. Ça a complètement détruit sa vie. Et même le réalisateur a avoué en 2019 ce qu'il avait fait, et il s'était excusé, même si ça pardonne pas, mais enfin il l'avoue quoi, je veux dire c'est fou. Donc voilà, et la journaliste Chloé Thibault qui a dénoncé ça se fait attaquer de partout sur les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs Frédéric Bonneau, donc le responsable de la Cinémathèque française et le programmateur ont répondu à Chloé Thibault dans un mail qu'il serait peu respectueux du talent de Maria de ne plus projeter ce film. Bah, je pense qu'elle s'en fout en fait, en vrai. Tu vois, je pense qu'elle en a rien à faire, clairement, de son talent. Donc voilà. Mais donc, pour revenir sur un point un tout petit peu plus positif, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, de toutes ces informations horribles qu'on reçoit là? Eh bien, premièrement, il y a le collectif 50-50, qui est un collectif qui agit pour la parité et l'inclusion dans le cinéma. Ils ont fait leurs assises là il y a quelques semaines. Donc c'est une journée de conférence avec des professionnels autour de questions d'inclusivité. Et il y a eu notamment donc un débat sur comment traiter les films dits abîmés, donc les films où il y a eu des problèmes de VSS sur le tournage. Donc il y a plusieurs propositions, comme par exemple mettre des affiches pour prévenir les spectateurs, spectatrices, former les exploitants, exploitantes à réagir, enfin à parler au public de ce genre de film, mettre une clause MeToo dans le contrat avec les distributeurs pour savoir réagir, avoir un vrai protocole. C'est des petites choses, mais c'est déjà ça. Et pour les cinéastes, donc pour les gens qui font des tournages concrètement, parce que je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui font des petits tournages amateurs. Même si vous tournez avec vos potes dans une équipe de 2, 3, 4 personnes, mettez en place des cadres safe. Prenez un ou une référent VSS qui, si possible, est formé. Mettez en place une procédure de signalement, une cellule d'écoute. Vous pouvez mettre sur les feuilles de service, notamment par exemple un numéro d'écoute, une procédure, un formulaire anonyme, quoi que ce soit. Vous pouvez aussi par exemple proposer des tournages en non-mixité, c'est un truc auquel on pense pas, mais parfois c'est genre nécessaire, surtout pour des films dont les sujets sont très spécifiques et complexes. Et également les coordinateurs, coordinatrices d'intimité, même sur des tournages amateurs,
c'est juste essentiel en fait. C'est pas que sur les blockbusters, il faut absolument avoir ces personnes-là présentes. Donc voilà, c'était un peu triste, mais on envoie de la force à toutes les personnes qu'on n'entend pas, parce que là, c'est des gens qu'on entend beaucoup, mais il y a plein de gens qui sont dans des procès et qu'on n'écoute pas du tout. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Et si je peux me permettre de rajouter rapidement, il y a le film Maria. Moi, je ne connaissais pas Le Dernier Tango à Paris avant le Festival de Cannes. Et donc, il y a eu le biopic sur Maya Schneider qui était présenté à Cannes, qui en parlait. Et le film a des défauts dans sa forme, etc. Tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était important d'apporter cette histoire à l'écran. Et voilà, si vous voulez vous renseigner, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est un film à regarder, mais nécessaire de déconstruire certains trucs. Ouais. Dessus. Ouais. Parce on va pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais avec Hugo, on n'est pas d'accord sur. Vis-à-vis du film, tu vois, je l'aurais pas fait le titre, mais avec Hugo, on n'est pas d'accord sur une scène, mais on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais voilà. Ah oui, on coupera le titre. Ah si, juste à propos de coordinateur et coordinatrice d'intimité, et surtout de tournage en non-mixité, il y a eu ça par exemple sur Titane et Les Pires, qui sont des films fabuleux, donc comme quoi, ça marche. C'est possible, ça marche. C'est, comme vous le savez, notre dernier épisode de l'année. C'est l'épisode un petit peu détente. Et pour cette occasion, Marine, tu nous as préparé un petit quiz. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Et oui, c'est le moment fun du podcast. Et donc, je vous ai préparé un petit quiz où, en gros, j'ai demandé à chaque personne de l'équipe de m'envoyer une liste de 5 films qu'ils considèrent comme ses films doudou. Et donc, en fonction d'un mot-clé ou d'une expression clé que je vais dire par propos de ce film, vous allez devoir deviner de quel film il s'agit et aussi de quelle personne, à quelle personne appartient ce film doudou. Oh, waouh. Est-ce qu'il y a des films qui sont pas dans la liste, genre t'as fait un piège ? Non. Ah, ça aurait été drôle. Non. Ouais, mais ça aurait demandé beaucoup d'efforts. Oui. Donc j'en ai quelques-uns, il n'y en a pas énormément, mais on va voir ce que ça va donner. Alors donc, le premier film, le mot-clé c'est « Je suis une mouette ». Je suis une mouette. Pour moi, c'est Tchekhov. Hein, là, pour moi, c'est vraiment Tchekhov. Je suis une mouette. Mais non, Conte d'été, il n'y a pas de mouette. J'ai pas vu. Alors, il y a des mouettes dans Conte d'été au tout début. Au tout début. Je crois que c'est moi. Ça me dit un truc. Hein. Mais je suis pas sûr. Parce que faut pas oublier un truc. Moi, je vois tout mon VO. Donc, et bah alors, cette phrase est traduite. Donc c'est moi. Ouais. Voilà. C'est quel film ? Stand By Me ? Non. Putain. Ça se trouve. Le moment où ils veulent se libérer. Est-ce que tu as d'autres... tu peux essayer de nous aiguiller ? J'ai un autre indice. Ce serait... pareil, Louisiane, Mississippi, tout ça. Alors là... c'est 100% moi. Je pense à Tom Sawyer, ça n'a aucun rapport. Non. Alors déjà, il faut que je me rappelle des films que je t'ai envoyés. Ouais. Au pire, on passe au suivant, on essaie de retrouver. Ça peut pas être Egby. Non, mais je peux te la dire en anglais, peut-être que tu vas te rappeler. Vas-y. C'est Say I'm a Bird. Oh oui. Ok, ouais. Alors Mississippi. Après, il y a Fête foraine aussi qui peut aller avec ce film. C'est pas les Gremlins. Ah bon, moi je suis méchant. Non. C'est pas les Gremlins. Il n'y a pas de fête foraine dans le Gremlins ? Dans le 2, techniquement, si. Ah oui. Parce que le 2 est le meilleur. Ah, c'est rigolo, le 2. Mais après, on a combien de films si on passe autant de temps sur le premier ? Ah, grave. Mais il faut que vous le trouviez, franchement, il est facile. Enfin, mais pourquoi je l'ai pas ? Je peux dire l'un des acteurs actrices. Vas-y. Rachel McAdams. About Time. Bah oui. Ah. Oh non. Mais ça se passe en Angleterre. Ah, pardon. Oui, ça se passe en Angleterre. Ça se passe en Angleterre. Le film est anglais. Ok, mais pardon. oui, ok. Mais c'est peut-être ça qui a perdu. Tu ne connais pas le Mississippi anglais ? Ah bah non. Ok. Alors, un le point pour deuxième. Elmar. About Time. Regardez About Time d'ailleurs. Le deuxième. J'ai des problèmes avec le film. Maternité. Le Père de Jeanne ? Ça peut être Oui. tellement de films. Et voilà. Bah, la différence est astronomique. C'est très... Parce que le Père de Jeanne, c'est un groupe de mecs qui attendent dans une salle d'attente que leur pote elle accouche d'un bébé et le père il est mort d'une overdose il y a un mois. RIP. Mais c'est un de mes films doudou quand même. Petit ange parti trop tôt. Tu l'as pas vu ? Non. Bain turc. Hein ? Bain turc. Bain turc, t'as dit ? Bain turc. Ah, ok. Bain turc. C'est quoi les bains turcs ? C'est lorsque tu vas dans des genres de sauna
C'était un truc qui était très populaire dans les années genre Pas ça dans la Grande Vadrouille. 60. Ouais, c'est ça. Oh. C'est qui a mis la Grande Vadrouille? Bah moi. Ok, bah, du coup, mais ça fait 2 points. ça marche, ça marche. Ça me fait 2. Ah oui, on compte les points. Oui. Ouais. Ok, donc ça fait Ah ouais, mais Ah moi oui, je mais- suis moins 95 là. Ah, t'as eu 1? Oui, t'as trouvé. Ouais, je l'ai trouvé, mais bien tard. Je t'ai trouvé quand même. Alors, il y en a un, bon, ça va être assez rapide, je pense. Cactus? Rango? Inside. Ah non, Ouais. merde. Let's go. Personne n'avait le rêve de Rango. Si, Si, j'ai vu le début. Mais après, quand j'ai appris que c'était Favorite Johnny Depp, je le considère pas. Ouais, j'ai vu enfant, en tout cas. Je l'ai vu enfant, Rango, moi. Alors, 2-2. Alors, prochain indice, prochain film, Nain de jardin. Amélie Poulain? Gremlins. Amélie Poulain. Ah putain. Et de qui vient ce film? Ah bah, j'imagine. Soit toi, soit Hugo. Ah non, Hugo, on l'a pas mis. C'est toi. C'est moi. Let's Eh go. oui. Hugo, ça te va bien, Amélie Poulain? Ah ouais. J'ai pas vu Amélie Poulain, donc. Alors, c'est un film tellement incroyable. Vraiment, Ouais. c'est pareil, c'est un médicament contre la mélancolie. Je le regarde, je me dis, la vie est belle. Enfin, Par contre, j'ai regardé le film qui a fait que Amélie Poulain existe. Alien 4. Ah bon? Oui, Bah oui. Alien 4 a C'est vraiment. Jeunet qui a fait. Ouais, Jean-Pierre Jeunet, il a fait Alien 4 pour pouvoir financer Amélie Poulain. Je ne dirai rien sur Jeunet. C'est- If I speak, I am in big trouble. C'est très. Delicatessen. Ça, Apparemment, ça c'est représente grave Amélie Poulain que tu dises Nain de jardin, mais je trouve que c'est l'une des scènes les plus touchantes parce que, en gros, pour ceux qui l'ont pas vu, la mère est morte et du coup, Amélie, pour faire plaisir à son père, elle a Ouais, kidnappé. Non, c'est le début. Oui, elle a vraiment. kidnappé le nain de jardin et elle lui fait faire le tour du monde. Et je trouve cet acte tellement mignon parce qu'Amélie, elle pense pas à elle, mais elle pense qu'aux autres. Il y a un truc un peu similaire dans Projet X. Ils prennent un nain de jardin qui fait un doigt d'honneur et ils l'emmènent pendant toute la soirée. Je crois que c'est le plus gros grand écart du podcast après Moi moche et méchant et la maman la putain. Du coup, ensuite. alors, bah lui, il va aller très vite aussi, je pense. Titre. Oh. Songe d'une nuit d'été. Conte Le cercle d'été. n'est pas disparu. Ouais. Ah oui. Je me suis Il a dit entendu été. été. Non, parce que Je m'en doutais que Neil, ce serait il le joue, cercle de poète C'est pour ça disparu. qu'il faut que mais- tu le mates parce C'est- qu'il joue le cercle j'adore de le poète songe, en plus. disparu. Et Que je suis en train de lire en ce moment d'ailleurs. Le songe? Ouais. Moi, j'ai lu Le Cercle de Poète Disparu, qui est intéressant. Et il est sorti en même temps que le livre. Et Gang. il y a une scène que le film l'a plus ou moins pas raté, mais qui est pas top. Et à l'inverse, il y a une scène que le film cartonne qui n'arrive pas. C'est très marrant. Pareil que la pièce. Alors, j'en ai encore quelques-uns. Je pense que je vais encore vous en faire 2. Oh. Ok. Et C'est quoi les scores là? Ah, j'en ai beaucoup. On mettra un petit à ajout au à montage la fin de la pour journée, voir on qui a n'est pas gagné. tous gagnants. C'est moi. Eh pour bah oui. l'instant. On fait un qui tout double à la fin. Celui qui remporte Ah le non. dernier remporte tout. Je suis tellement Non, pas non. d'accord. C'est tellement les suites super Ouais, dans mais ça. ok, mais faut qu'il ait le film et la personne. Ouais. Oui, C'est un- bah c'est un oui. blind test, Bon, hein, pff, ouais. ou sinon, on compte pas les points. Franchement, c'est pas. Mais non, j'ai gagné. Pardon. Elle va me Alors. rattraper. Minuit. Ah bah les Gremlins. Oui. Ouais. Voilà. Je l'ai pas vu, donc... Ça Quoi aurait pu être Before. Incroyable. Alors, Même si Before Midnight, c'est absolument pas un film doudou et que c'est. je vais en J'en ai profiter vu pour qu'un. faire Ah, un je petit verrai coup pas de les Un gueule. film doudou Before Sunrise. Ah oui, mais pas Midnight. J'en ai vu Midnight, qu'un, Ah je non. verrai pas les autres. J'ai un petit coup de gueule à faire. Si tu fais Arrêtez Before, de dormir Ah, je te sur dis les pas. Gremlins 2. Il y a Ah. trop de personnes que je rencontre qui me disent « Oh, moi j'ai que vu le premier ». Le 2 est une des meilleures satires je suis que j'ai d'accord. pu voir de ma vie. C'est-à-dire que quand je l'ai revu récemment, je me suis dit, mais c'est en même temps une satire politique. C'est dingue. C'est que tu peux le regarder totalement quand t'es enfant. Oui, c'est très simplifié. C'est extrêmement simplifié, mais ça l'est. En même temps, je trouve que tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça avec certains films où les premiers se veulent, même s'ils sont, tu vois, bien, les Gremlins 1 c'est bien, mais ça se veut quand même très dans les codes et genre Ouais. Toy Story. assez convenu. Et à partir du deuxième, ça se lâche totalement et ça devient genre vraiment limite une comédie horrifique. Et genre, il y a pareil avec Massacre à la tronçonneuse qui Gremlins 2 reste est un une film parodie d'horreur du 1. dans le premier, Ah, je l'ai vu en mais salle. qui Massacre à la tronçonneuse 2, enfin, je trouve se démarque totalement comme Evil Dead, enfin voilà, comme plein de films qui viennent après, bref, pas contredire ce qu'a fait le premier, mais Gladiator 2, pardon. J'ai créé Allez. un divaguement. On a Vaguement. encore du temps ou pas? tu peux en faire un petit dernier. Ok, j'en fais un petit dernier. Et après, j'aurai une question pour vous. L'indice suivant est Papy dans le coffre. Little Miss Sunshine. Ouais. Moi, j'avais pas trop d'inspiration pour celui-ci, du coup, je me suis dit, je vais mettre un truc un peu obvious. Voilà. Et donc, le dernier, ce serait Leviosa. Harry Potter. Ah, Harry Potter. Oui. Et dans Bah, ces cas-là, c'est pour l'école moi. des sorciers. Ok. Oui, oui, oui. ouais.
Voilà, c'était le petit quiz Pas de hyper Retour vers le fun. futur, pas de Higby Goes Down. Bah en fait, comme Si, Retour vers le futur, j'avais juste mis Zeus, mais c'est parce que j'ai vu que le 1. Non de Zeus. Le 2, c'est le meilleur, encore Et une j'ai fois. pas vu Higby Goes Down. Et en fait, il y avait pas mal de films que j'avais pas vus. Donc j'ai pas non plus cherché à mettre des mots-clés en sachant que... Higby Goes Down n'est pas du tout connu. Ok. Mais faut regarder ce film. C'est un film qui m'a profondément touché. Eh ben, je regarderai. Je peux, c'est pas un film Il est dans concept, 12 jours mais sur Prime. C'est pas un film doudou, mais est-ce que je peux essayer de faire un quiz pour un film? Ouais. Je ne suis pas un concept. Eternal Sunshine. J'allais dire pas le Joker. Pas trouver. Genre, j'ai littéralement. The Dark Knight. Ça marche aussi. Mais j'ai littéralement fait jouer cette scène cet été à mes ados en colo et j'étais en mode. Bref, j'étais heureux d'avoir fait ça. Quelle scène? La dernière scène, vraiment la fin d'Eternal Quand Sunshine. elle dit qu'elle n'est pas un concept et que c'est juste une fille perdue. Je l'ai mis en story parce que je m'identifie grave. I'm just a fucked up girl who is looking for her own peace of mind. C'est ça. Je l'ai regardé la semaine dernière quand j'étais malade et il m'a fait beaucoup de bien. Jim Carrey. Tu avais une question à nous poser, Marine. Ouais, c'est qui votre personnage doudou, si vous avez un personnage de film doudou? Parce que c'est vrai qu'il y a les films, mais un personnage soit auquel vous vous identifiez, soit qui vous fait du bien, tout simplement. Série, ça marche? Ouais. Bah moi je dirais Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine parce que quand je vais mal, je regarde Brooklyn Nine-Nine. Compréhensible. Gary, dans Licorice Pizza. Moi, je pensais que t'allais dire dans Bob l'éponge, j'aurais fait c'est tellement base. Moi, il y a plein de lore avec ce truc-là, mais le personnage de Chris dans la première génération de Skins. Ah, la première saison de Skins est incroyable. J'ai vu que la première, mais en même temps... Bah, donc t'as regardé que la moitié de la première génération. C'est qu'en fait, c'est toutes les 2 saisons, ils changent de main cast pour justement laisser place. Par exemple, vu que Effie, elle est déjà un peu dans les 2 premières saisons, saison 3 et 4, elle brille encore plus. Ok. Voilà. J'en ai un dans le cinéma. C'est Marcel le coquillage. Oui. Quel bonheur. Je l'ai pas mis dans mon truc Quel dans mon bonheur. top d'animation. Je me suis voulu. Génial. Même si ce film me fait pleurer toutes larmes de mon corps. On va passer, comme d'habitude, aux recommandations culturelles de l'équipe. Qui veut se lancer? Bah moi je veux bien, Allez, comme let's ça go. c'est fait. Je voudrais vous partager un groupe de musique. Alors ils sont passés en concert, ils ont terminé leur tournée vraiment il y a 1 mois, donc je suis désolée si vous voulez les voir en concert, si vous avez par hasard un crush sur leur musique, ce ne sera pas possible pour le moment, mais c'est un groupe de punk rock indépendant américain qui s'appelle Swimmers, donc SWMRS, et c'est un groupe de 3 frères, donc les frères Baker, Cole, Cale et Max, qui viennent de Berkeley. Et en gros, ils étaient en train de faire leurs études à l'université de Berkeley et ils ont décidé de tout lâcher et de faire de la musique punk. Et ils sont incroyables. Ils ont vraiment 4000 fans ou moins sur Deezer. Et leur musique est vraiment... C'est de la haine anarchiste et de gauche, mais pure, et ça fait trop du bien. Et je les ai vus en concert 2 fois, une fois à Washington, une fois à Paris il y a 1 mois. Et c'était les 2 meilleurs concerts de ma vie. Et il faut savoir que du coup, comme c'est un groupe pas très très connu, ils reconnaissent entre guillemets les gens qui vont les voir en concert, ce qui fait qu'ils m'ont reconnu. Et il y avait leur mère qui vendait leur merch à la sortie du concert, et elle m'a reconnue, elle m'a dit « mais c'est toi la meuf machin !» Et franchement, ils sont extrêmement gentils. Donc je vous conseille d'écouter leur musique, avec une petite mention spéciale pour la musique qui s'appelle Palm Trees de leur album Drive North. Donc allez écouter Swimmers, c'est trop bien. Il y a eu le Point Bajon. Bon, thématique film doudou, vous savez de qui je vais parler. Allez écouter Renaud. En fait, oui. Je pense que ça peut connecter un peu avec la thématique de doudou, parce que c'est assez doux comme anecdote. La dernière fois, j'ai pris le métro. J'aurais dû prendre le RER A, j'ai préféré prendre le métro pour aller à la fac. Je suis tombée sur un mec qui s'appelle Chercheur de sourire sur Insta, qui chante des chansons dans le métro. Et je l'ai regardé, il m'a demandé si je voulais un truc. Je lui ai fait ouais, du Renaud, vous connaissez? Il me fait pas trop, faut que tu chantes avec moi. Du coup, j'ai chanté dans le métro des chansons de Renaud. Et je peux vous dire d'écouter quoi. Enfin, Renaud, premier album, 1975, ça aura 50 ans l'année prochaine. Ça n'a pas changé. Et ça n'a tellement pas changé que je pense qu'il s'est tellement pris dans la gueule ses lucidités que c'est pour ça qu'il est comme ça actuellement. Allez écouter Amoureux de Paname. Dedans, il y a Hexagone, il y a Société Tu m'auras pas, il y a tellement de chansons qui sont plus ou moins connues.
je crois que c'est mon préféré. Mais techniquement, je préfère toutes les chansons de Renaud, si on va par là. Mais celui-là, je pense, ça peut être un bon moyen d'introduire titre. Et petite mention spéciale sur une chanson qui n'est pas souvent citée. Alors, c'est l'anti-doudou en Renaud, hein, parce que le gars, on sait qu'il est le dernier stade de la dépression de ses 20 piges. Hein, mais, toujours vivant. Ta gueule. Pardon. Écoutez Petite fille des sombres rues, parce que Renaud n'écrit jamais aussi bien que quand il écrit pour les femmes. D'ailleurs, on parlait rapidement de Mazan tout à l'heure. Renaud était l'un des rares personnages publics à s'exprimer. Du haut de ses 70 ans, alors il a plein de problèmes, hein, mais du haut de ses 70 ans à dire je suis un homme, donc je ne suis peut-être pas légitime d'ouvrir ma bouche, mais je voudrais dire que je soutiens cette femme et que nous, en tant qu'hommes, on a beaucoup de choses à apprendre des femmes, justement. Moi, je vais faire un sorte de sandwich. Je vais parler de 3 trucs, mais un truc un peu plus en détail. Évidemment, je vais parler de séries. On parle de trucs doudou. Gravity Falls, pour moi, c'est genre la série doudou. C'est incroyable. 2 saisons, ça va droit au but. C'est incroyable. C'est super bien écrit. L'animation est grave cool. L'humour est dingue. Je trouve qu'il n'y a que 2 mauvais épisodes dans 2 saisons. C'est quoi ? Oh là là, c'est 40 minutes. Tu les vois vite. Moi, du coup, dans la musique, je vais pas parler d'un album de rap, techniquement. Et ouais, ça surprend. Mais non. Techniquement... Du classique. Non, mais c'est que j'ai dû vérifier, parce que même moi, je savais pas ce que c'était le genre de l'album. Ce que c'était pas le rap. Je n'ai jamais écouté autre chose que du rap. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est un album qui mélange tellement de styles musicaux ensemble que j'étais pas sûr. C'est que quand même, je suis allé voir... Wikipédia disait oh bah si c'est du hip-hop mais c'est aussi de la folk mais c'est aussi du blues mais c'est aussi de la soul mais c'est aussi du R&B mais c'est aussi du rock. Donc Circles de Mac Miller est pour moi mon album doudou. J'ai même réécouté ce matin en venant et c'est fou d'être aussi talentueux et d'être parti aussi vite parce que il ne pouvait que évoluer après ça. En plus, le fait que c'est un album où il décide de contempler sa mortalité et que l'album sort après sa mort, ça rend l'album très spécial. Mais c'est un album que beaucoup de personnes n'ont pas trop compris parce qu'en réalité, c'est un album super optimiste. Si vous aimez énormément les mélanges de genres, et moi je le dis, je trouve que c'est un album de soul folk, mais c'est un album qui est dingue, il va droit au but. Et même vraiment la version deluxe de l'album, les 2 chansons qui sont rajoutées sont incroyables. C'est un album où quand je le mets pour ma famille, ça met tout le monde d'accord. C'est que même quand il y a des couplets un peu rappés, même quand ça part un peu sur de l'électro et tout, ça plaît à tout le monde parce que c'est que de la sincérité. Et c'est un album que quand il est sorti, il m'a fait un bien mais de fou. D'avoir vraiment... Mac Miller qui nous parle, mais déjà que beaucoup de personnes le trouvaient honnête sur Swimming, mais sur Circles, c'est encore plus dingue. Donc, c'est un album, peu importe votre style musical de prédilection, allez l'écouter. Je pense qu'il y aura au moins une chanson pour vous. Ma dernière recommandation, c'est pour ceux qui n'ont toujours pas acheté leur cadeau de Noël. C'est possible. Donc, du coup, j'aimerais faire une petite recommandation littéraire. Parce que voilà, les livres, c'est cool. En plus... Surtout celui de Marine. Bah, justement, c'est la lettre de Marine Fruchard dont j'allais recommander aujourd'hui. Donc, allez l'acheter et offrez-le parce que c'est un putain de cadeau. Il est disponible sur lulu.com. Ce site est incroyable. Rien que le nom. Le nom est super. Ouais. Donc, ce serait très gentil si vous pouvez l'acheter. Ça me rapportera 72 centimes. Wow, triste. Mais wesh, t'es riche. Ah ouais, de ouf. T'en as vendu combien ? Une 50aine. Dont 9 mes grands-parents. Ça compte dans les chiffres. C'est les chiffres. C'est ouais. On dit merci mamie et papy. Merci mamie et papy. Merci. Quand ils sont vivants. Allez. Eh ben écoute, moi j'avais pas prévu de parler de cet album parce que ça fait quelques années, mais vu que tu as parlé d'album doudou, ça m'a... Voilà. Moi, mon album doudou, c'est Ruby de Kik, anciennement Kik et ça, qui... Je ne sais pas, en fait, l'aspect hyper... introspectif, l'aspect storytelling, je l'ai écouté la première fois, j'ai pas du tout aimé. Je suis retombé dessus et tout l'aspect storytelling d'histoire et vraiment introspection poussée jusqu'à la catharsis, ça m'a vraiment aidé et je pense que
kick. C'est le premier vrai concert que j'ai fait et qui plus est que j'ai fait seul. Et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Voilà. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de Bercy ou de la Défense pour faire des concerts de fou. C'est pas bien Bercy. Vraiment. Je n'aime- Ça va. je La n'aime pas cette Défense, salle. la Défense, c'est... Bref. Passons. La Gaîté Lyrique, c'était génial. J'ai une autre reco qui Et la est Maroquinerie, pardon. plus récente, mais en fait c'est sorti le 22 novembre, donc j'aurais pu en parler avant, mais j'avais oublié que ça sortait. Mais c'est November Ultra qui a sorti un EP de 2 titres qui s'appelle Postcard Season, et j'adore November Ultra parce que c'est la douceur incarnée, ces musiques. Et d'ailleurs, je replace ça, je refais le point Samuel, mais merci à Samuel de m'avoir fait découvrir November Ultra parce que je ne connaissais pas avant. Et voilà, juste j'adore et j'ai écouté tout. Enfin bref, c'est exceptionnel comme musique. Il y a une expo Samuel à Paris, je crois pas être Alors, Tokyo. c'est pas une expo, c'est une boutique éphémère avec quelques dessins, je crois 6 dessins en plus qui ont été faits par Émilie Tronche spécialement pour ça. Mais oui, il y a une boutique qui finit demain, donc au moment où l'épisode sort, la boutique n'est plus d'actualité. Voilà. Il y a aussi, parce que j'y pense, pareil, une de mes artistes préférées, il y a SZA qui sort un projet. Normalement, il est supposé être sorti maintenant. Ah. Mais elle avait dit qu'il y avait des problèmes de mix mastering. Mais de toute façon, lorsque l'épisode sera sorti, l'album a intérêt d'être sorti. Voilà. Oh, c'est tout pour moi. Et donc, ma dernière J'adore recommandation, même si Elmar aime bien me vanner avec, j'ai enfin, parce que ça fait vraiment longtemps que je me dis il faut que je lise, il faut que je lise, il faut que je lise, j'ai enfin commencé à lire, je suis à la moitié, Le regard féminin d'Iris Bray, qui est un livre extrêmement important justement dans tout ce qui est feminist literature. je t'emmerde. Non, franchement, qui est assez important et qui a bien posé les bases, qui a vraiment, c'était un des premiers ouvrages à poser une vraie définition de ce que c'est le female gaze, et pour l'instant je suis à la moitié, je le trouve vraiment très 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 intéressant, donc voilà, déjà je vous le recommande parce que c'est bien et puis surtout parce que c'est important, et ça complète un petit peu ce que disait Elios. Il y a des possibilités, mais concrètement il faut se pencher dessus et agir. Même dans les épisodes détente, on est politique. Oui, et d'ailleurs, je tiens à dire sur Le regard féminin d'Iris Bray que c'est un super livre pour vulgariser tout ce qui est regard Totalement. féminin et female gaze, parce que ça s'éloigne vraiment des... Enfin, c'est pas du tout des mots compliqués qu'elle utilise, et franchement, j'ai un peu salué ça parce que j'en ai un peu marre des fois de lire des textes en cours comme ceux de Michel Chion, de Eisenstein, qui utilisent des mots alambiqués pour dire des situations très simples de base, les mecs, alors quoi. que là... elle utilise vraiment des mots hyper simples pour décrire des situations complexes, et donc ça les rend vachement accessibles, et ça permet de comprendre ce qu'elle veut dire techniquement, parce que en plus ce qu'elle dit c'est pas compliqué, enfin c'est juste du bon sens quoi, et il n'y a pas besoin d'utiliser des mots tergiversés pour faire comprendre ça, et elle utilise vraiment des exemples très concrets qui datent de diverses époques, de films très anciens comme des films très récents, des séries comme des films, voire même des chansons. Donc je vous invite à le lire parce que il n'est pas hyper spécifique non plus. Moi, franchement, sur la fin, je suis restée un peu sur ma fin. Je me suis dit, ok, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Mais c'est une super porte d'entrée pour si vous vous y connaissez pas trop, ou alors si vous voulez justement vous renseigner plus. C'est un livre quand même hyper important, et je pense que on devrait au moins l'avoir lu dans sa vie, ou alors lu un passage, quoi. Eh bien écoutez, merci à vous. C'est la fin de ce dernier épisode. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite De l'année, pardon, effectivement. C'est la fin de ce dernier épisode de l'année, pas du podcast. Du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Écoutez, déjà, on va prendre des vacances parce qu'on en a besoin, je pense. Ah, oui. On reviendra l'an prochain, en 2025, si on est encore là, si la Terre est encore là. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Je sais pas si on fait les 3 teubés, Ouais, les on sait pas trop quoi. Donc bref, si 2025 on sera là, et donc du coup on reviendra probablement avec des épisodes assez classiques dans le milieu du podcast de top et flop, avant de reprendre dans un nouveau format, enfin dans une nouvelle formule qu'on vous détaillera ensuite. En tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir fait cette fin 2024 dans ce podcast et avec vous. Donc voilà, vraiment merci à vous. Merci à Marine, merci à Mao, merci à Elmar, merci à Elios pour ces Elios News qui malheureusement a un partiel, donc il a dû partir. Merci à Robin encore une fois pour le son, pour m'avoir parlé dans les oreilles, j'ai adoré ça. Titre. Ah, toi t'as kiffé? Moi il était gentil, tu vois.
Bah dis donc. Bref, Je vois qu'il y a du favoritisme. Ce sera coupé. Un grand merci également à Romain qui est venu, mais qui n'était plus là quand j'ai parlé de nos running gags sur Mamoche et Méchant 2, ce qui m'a rendu triste. Et un grand merci à Charlie pour son accompagnement continuel et pour ce magnifique studio dans lequel on se trouve. Charlie qui n'est pas Charlie Dalton du Cercle des Pas Disparus. Qui n'est pas Où est Charlie non plus. Voilà. Et merci à vous pour écouter ce podcast. Voilà, et donc on vous dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao l'équipe, et n'hésitez pas à commenter si vous préférez Hugo ou moi en tant que présentateur. Bonne route, partenaire. Vous partez quand? On fout nos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors tu vois, je suis fatigué là. Vous avez fait du bon boulot ce soir. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Au revoir, monsieur Simon.